Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission spéciale, c'est la fameuse, le classico spécial San Diego Comic Con, puisque en cette fin de mois de juillet 2023 s'est tenue donc l'édition annuelle de la SDCC. Ça fait depuis 2022 qu'elle revient en présentiel et donc l'actualité était très très chargée, si bien que on vous propose en fait maintenant de faire juste un podcast spécial, un petit peu de débrief des annonces dans l'ensemble, du ressenti de cette convention à distance, puisque bien sûr nous n'y étions pas, et de voir un peu qu'est-ce qu'on en a retenu, sachant que voilà, c'est juste que ça fait un trop plein d'actualités pour le mettre dans un front page habituel, et il y aura quelques trucs d'ailleurs qui se sont quand même passés qu'on abordera dans le front page, comme les nominations, enfin les lauréats des Eisner Awards, puisque à titre personnel il y a 2-3 albums que j'ai et que j'ai pas encore lu, que j'aimerais bien pouvoir lire, juste comme ça on pourra en discuter plus en détail. Mais quand même big up Zoé Thorogood, qui a pas eu de prix mais qui est reparti avec un peu le titre de révélation de l'année. C'est très émouvante, petite vidéo. Ouais, merci à mon reporter sur place qui me l'a envoyé, qui a pensé à moi. Il est bien aimable. Bref, donc Corentin, c'était une SDCC un petit peu particulière en contexte de grève des scénaristes, grève des acteurs et artistes, et aussi un secteur du divertissement qui va pas hyper bien d'un point de vue financier. Donc il y a beaucoup de retard de projets, des pauses et tout ça, ce qui fait que en fait pas de Marvel Studios, pas de Warner Bros, en tout cas pas de DC Studios, parce que Warner était quand même là, hein. Il y a eu un trailer de Dune notamment de montrer, pas de Sony Pictures non plus pour parler de leur univers de merde. Donc ça fait que la partie cinéma, si moi je regarde l'article de récap on a une seule actualité, parce que quand même Marvel Studios a voulu profiter de l'occasion pour mettre en ligne un trailer de The Marvel. Et on va peut-être commencer par ça, mais juste avant de faire le point, donc qu'est-ce que c'est du coup une San Diego sans cinéma? C'est une San Diego un peu plus respirable à mon sens, mais qui ne crée pas... on en a parlé, tiens, il y avait samedi, considérant qu'effectivement avec la grève et l'absence de panel un peu massu comme on a pu avoir les autres années, j'ai voulu me coucher tôt, et c'est vrai qu'Arnaud m'a dit oui, mais c'est une SDCC, généralement on veille jusqu'à tard. Et c'est vrai qu'en faisant un peu, j'ai été regarder le planning et tout, je me suis dit mais attends, c'est vrai que cette année il y a pas en fait l'effervescence qu'on pouvait avoir comme à l'époque du fandom, où tu sais on avait suivi la conférence d'essai jusqu'au bout de la nuit pour voir le trailer de The Batman, etc. Là on n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu un suivi d'annonces, parfois très intéressantes, parfois moins, surtout par beaucoup de comics, mais on n'a pas eu l'espèce de côté un peu E3 où on suit un panel en live, où il va y avoir tel trailer qui va tomber à telle heure, faut être présent, faut être au taquet. Il y a pas les grandes déclarations, il y a pas Kevin Feige qui arrive et qui vide son carton de logos et de frises chronologiques. C'est circonstanciel, hein, c'est industriel même, c'est effectivement pas d'acteurs, pas d'actrices pour faire la promo des projets qui sortiront bientôt. Donc par exemple le panel Gen V n'a pas eu lieu. On n'a même pas eu des nouvelles vidéos pour Gen V. Il y avait, je ne sais plus comment s'appelle ce studio, mais Millennium Studios qui avait parlé de faire un teaser de Red Sonja. Alors je ne sais pas exactement si... Ah putain, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si les acteurs et actrices de Red Sonja sont concernés par la grève de la SAG AFTRA. Sûrement, hein. Parce que c'est des Européens pas mal, donc je sais pas. Mais du coup, ça n'a pas eu lieu. Ouais, mais c'est une production, vu que c'est une production qui est faite par un studio qui répond, je pense que ça s'applique, hein. Probablement, ouais, mais c'est pareil pour Hellboy, tu vois, on sait que le nouveau film Hellboy est tourné. Pas un visuel. Ouais, mais ils avaient pas annoncé qu'ils seraient présents de toute façon pour en faire la promotion. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que les petits studios auraient pu en profiter de l'absence des gros pour essayer de taper un peu. Et en fait, même ça n'a pas eu lieu. En fait, c'était assez avare en cinéma. Il y a eu un peu de télé. Il y a eu du Invincible, il y a eu du Harley Quinn, il y a eu du Walking Dead beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était une convention assez comics qui ressemble plus finalement à ce que pourrait être une NYCC un peu dopé, un peu vitaminé, que vraiment une grosse SDCC à l'ancienne. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se faire à l'idée que ça n'arrivera plus de toute façon. Ah, tu crois? On en avait parlé l'autre fois, tu sais, c'est cette espèce de logique de groupe. Plutôt que de partager la lumière et d'avoir une sorte de grande messe où tout le monde se réunit au même endroit au même moment pour faire machin, bidule et tout. Sûrement que les studios finiront par revenir, parce que voilà, c'est bien d'avoir plusieurs événements dans l'année pour égrener un peu les annonces. Mais d'une part, il y a la fin de l'abondance qu'on connaît, hein, comme Emmanuel Macron avait d'ailleurs prophétisé sans le savoir. Ça, notre prophète à tous. C'est ça, il parlait pas du cinéma, mais quelque part ça nous fait une belle formule. Où Bob Iger a dit on va ralentir les contenus Marvel Studios, les séries télé ne répondent pas aux objectifs financiers qu'on avait fixés. Warner Bros, il y a une grosse liste de projets qui a été annoncée, mais ça va prendre beaucoup de temps.
Et finalement, tu vois, Kevin Feige, qui avant pouvait se permettre de faire une D23, une Investors Day, une SDCC, une NYCC, avec chaque fois des petits projets à présenter. Voilà un nouveau trailer de Secret Invasion, voilà un nouveau film qu'on va rajouter, voilà le casting qui vient en costume, etc. Si effectivement il y a moins de produits qui vont être mis en ligne chaque année, enfin mis en vente entre guillemets chaque année, il y a plus besoin de diviser les forces. À côté de ça, ils veulent tous leur fandom, ils veulent tous leur Nintendo Direct entre guillemets bien à eux. Ça coûte du pognon, hein, la SDCC, il faut louer un stand, il faut déplacer les acteurs, il faut les loger. Il faut avoir un truc de prévu qui va tenir la concurrence, parce que c'est aussi le jeu. Et là, c'est vraiment la logique E3, tu vois. Si tu viens mais que t'as pas de grosses cartouches, bah finalement on te dilue dans la masse. Donc je sais pas, pour les super-héros, ça me paraît plus logique de faire des trucs bien séparés. Après, Warner Bros, là, par exemple, aurait pu en profiter pour renforcer un peu le coup avec Barbie. Bon, je pense que par exemple pour Blue Beetle, ça aurait été un gâchis de fric de payer un panel et un stand parce que le film va se gaufrer, hein, c'est comme ça. Donc je sais pas, à mon avis, effectivement, cette logique de revenir tous au même endroit qui avait eu lieu après le Covid, peut-être, et si jamais je me trompe, bah, on en parlera pendant les prochaines années, peut-être va un peu s'éroder. Parce que c'est vrai que le fandom, par exemple, on en avait parlé à l'époque, c'était pas une initiative qui était si mal placée. Il y avait quelques belles réussites, encore une fois, le panel Batman, le trailer de Snyder Cut, enfin, il y avait quand même des trucs qui avaient marché, qui avaient réuni le public devant son ordi. Mais c'était une période très particulière aussi qui explique sûrement pourquoi ça avait fonctionné d'ailleurs. C'est qu'on était tous cloîtrés encore. Enfin, il y avait beaucoup de confinement. Les cinémas étaient à peine ouverts. Il y avait plein de mesures. Donc, en fait, il y avait, si tu veux, une certaine logique à faire des événements vraiment online at home. Mais je veux dire, c'était vraiment sur une marque d'essai. Alors que le Comic-Con at home, bon, on s'en rappelle très bien. Par contre, ça ne fonctionnait absolument pas. Oui, non, ça c'est sûr. Parce que l'orga était mal foutu aussi, je pense. Après voilà, si on devait simplement essayer, parce que avant même la grève des acteurs et des actrices, Marvel Studios avait dit nous on n'y va pas, James Gunn avait dit moi non plus je n'y vais pas, et en définitive la plupart des gros studios, même ceux qui ont des petits blockbusters de fin d'année qui vont arriver, n'ont pas répondu présent. Donc mais ça justement c'est peut-être lié au contexte plus global sur l'aspect financier, sur la réduction enfin que voilà que tous les gros studios après avoir tous enfin, ils se sont tous dit, bon, bah, on va s'endetter en rachetant plein d'autres trucs. Et maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, les choix économiques qui ont été faits, en tout cas, les stratégies qui ont été faites n'étaient pas les bonnes. Donc maintenant, il faut réduire les coûts. Ce qui fait que, c'est ce que tu disais un peu avant, c'est effectivement, t'as pas de cartouche à présenter. Et je pense que c'est quelque chose qui serait arrivé dans tous les cas. Après, c'est pas exceptionnel que Marvel Studios ne soit pas là. Ils avaient été absents aussi quelques années avant de revenir en force. Enfin, genre, c'était 2017, 2018, il y avait pas grand chose. Puis 2019, ils avaient fait vraiment leur show, par rapport à Avengers Endgame et tout ça. Après, c'était montré absent. Ils étaient revenus en force l'année dernière. Donc là, tu peux très bien te dire aussi qu'ils pouvaient faire une pause et revenir l'année d'après. Mais c'est pour ça que je suis pas d'accord quand tu dis que c'est amené à disparaître comme le 3. Personnellement, je vois vraiment pas Marvel Studios et DC Studios se passer non plus de cette forme de joute un peu enfin genre ils se livrent moyenâgeuse. Non mais genre ils se livrent une bataille médiatique mais qui profite à tout le monde en fait. Parce que ça crée de l'engagement, ça crée de l'engouement, ça fait du bruit médiatique et je pense qu'il y a des retombées positives en tout cas sur les écrans, on va dire, parce qu'effectivement ça n'a jamais servi aux comics de toute façon que Kevin Feige soit dans la salle. Je veux dire, le type faisait son show et il était même pas capable de dire ouais, au fait d'ailleurs il y a tel artiste ou tel auteur dont s'est inspiré pour notre prochain film qui est en train de signer ses comics, tu vois. À mon sens, c'est une logique qui est viable, hein, mais qui est d'un autre temps maintenant, en fait. Parce que, tu vois, à une époque, effectivement, il y avait Marvel, il y avait DC. Pour Disney, Marvel, c'était une part de l'activité. Pour Warner, DC, c'était même une petite part de l'activité. Il y avait des figures de pro comme Snyder. Ceci dit, il y a aussi des figures de pro comme James Gunn aujourd'hui, évidemment. Mais ça, c'est le principe des risk and rewards, tu vois. C'est-à-dire que, est-ce qu'un studio risque pas, s'il perd cette bataille d'épaule, de se dire bon en fait c'est mieux si on le fait en séparé avec un gros événement, on met en avant tout DC, tout le produire DC, les comics, l'animation, les films, etc. et on fait une grande fête qui est consacrée à ce truc-là, que si on se met dans la même arène que Marvel et on prend le risque que Marvel tape plus fort, est-ce que l'investissement qu'on aura mis pour l'événement aura pas été sacrifié? Je sais pas, à mon avis c'est un truc qui, en temps de crise, tu réfléchis à tout ça, enfin tu réfléchis à comment est-ce que tu peux minimiser à fond les dépenses que tu vas avoir. On le sait, par exemple Shazam 2 avait été repoussé parce que, et The Flash aussi d'ailleurs, parce qu'il y avait pas les moyens chez Warner d'assurer excusez-moi 2 grosses campagnes de promo en même temps.
Donc on en est là, tu vois, on en est là au niveau des frais. Alors là, Barbie va arriver, va ramener enfin de l'argent frais. Voilà, encore que Barbie, c'est pareil, c'est une coprod, c'est Mattel Film qui va pas garder une partie du pognon, c'est pas que Warner qui va se faire tout le fric. Ouais, mais meilleur démarrage que Top Gun oui. Maverick. Non, mais je pense qu'il fera son petit milliard. Tu penses? Oh oui. Non. Attends, il a démarré quasiment 400 millions. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas vu les chiffres. Ah non, c'est énorme, c'est énorme. C'est l'un des meilleurs démarrages de l'année. Il a battu Mario Bros. Tout ça pour un film de wokiste misandre. Et moi, ça me fait bien plaisir. Parce que justement, je crois d'ailleurs que c'est le fan d'Eminem, le gars qui... Enfin, remarque, c'est vrai que maintenant... Non, pas du tout. C'est vrai qu'il s'est reconverti. Mais on a d'autres haters un peu bizarres, et je pense que le fait qu'il m'ait ciblé moi... Lui, c'est juste un gros... Mais il écrit comme un autre gars qui m'avait déjà emmerdé. Enfin, fait rigoler plutôt. Excuse-moi, fan d'Eminem, je sais que tu es dans ta période de reconversion. Et vive Lose Yourself et tout ça. Slim Shady LP, incroyable album. Mais pour en revenir au truc, le fait que Barbie par exemple tu vois sorte et qui entre guillemets avec une bonne campagne de promo et que Oppenheimer sorte aussi et fasse beaucoup d'argent et que les deux arrivent à ne pas se faire trop concurrence pour que ce soit une grande fête du cinéma, en parallèle de l'échec relatif de Indiana Jones, de Mission Impossible 7 qui c'est maintenant quasi sûr va pas réussir à se rembourser, on en arrive à une logique où même on a envie de se dire est-ce que les studios vont autant forcer sur le super-héros qui a été le truc qu'a tenu l'industrie pendant 10 ans. Parce que maintenant, tu vois, on fait un film de jouets Barbie avec une nana en lead et avec un casting à 80% composé de femmes. Et ça démarre beaucoup plus fort que des films action à l'ancienne avec Tom Cruise ou que les films Marvel ou les films DC. Films Marvel, si, ça a mieux démarré que les films Marvel ou les films DC récents. Et comme pour le film Mario où t'avais cette partie jeux vidéo, on a vu que le public des jeux vidéo était au rendez-vous pour Last of Us, était au rendez-vous pour Mario. Et ça rentre en compte, ça aussi. Est-ce que demain, les studios, en fait, comme quand Bob Iger te dit, effectivement, peut-être que Marvel, à la télévision, c'est pas aussi cohérent qu'on le pensait, parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent, 210 millions pour Secret Invasion, quand même. Alors, moi, je ne les vois pas à l'écran, personnellement. Et en plus, ils ont fait des économies sur le générique. Donc, tu peux te dire, waouh, le mec, faut peut-être commencer un peu à réduire et faire des vrais plans des vrais plans commerciaux, en fait, des vrais plans comptables. Mais peut-être que voilà, Disney, demain, va se dire, faisons un partenariat avec telle grande marque de jeux vidéo, essayons de pousser un peu ça, allons chercher Bandai Namco pour faire des films adaptés de jeux vidéo et des films adaptés de jouets parce que c'est ça le futur. Donc est-ce que même demain, tu vois, il y aura pas une bataille entre Ken, le spin-off de Barbie, et Action Man, peut-être Mattel aussi en marche, je suis en train de me dire. Mais j'y connais rien, enfin j'y connais un peu, mais j'y connais pas assez pour savoir quel groupuscule de jouets a tel jouet. Mais tu vois, voilà, c'est peut-être que demain, il y aura même plus en fait la logique de Comic-Con pour les adaptations et qu'on aura un DC party. Mais tu sais, c'est comme, il y a le Maze of Force, par exemple, où Disney avait déjà annoncé des trucs pour Star Wars. Il y a le D23, il y a effectivement des événements par-ci par-là qui sont faits pour faire des séquences d'annonces. Et à mon sens, la logique, elle est plutôt là. Je pense que James Gunn, avec la force de frappe qu'il a, avec le côté un peu homme marketing qu'il a réussi à acquérir, il a beaucoup de followers. Quand il parle, il est très écouté. Il va au contact des journalistes qui font les critiques de la connerie. Donc lui, je pense qu'il a les épaules pour tenir, par exemple, une soirée d'essai, entre guillemets, qui sera transmise en live, où on invite quelques fans de trier sur le volet, qui ont gagné une loterie ou qui ont payé très cher. Par contre, Kevin Feige et Marvel, c'est un avis qui est plus personnel, mais à mon avis, c'est en train de commencer à s'éroder. T'as l'impression que le public même a plus forcément envie. Parce que t'as cette érosion, en fait, de l'intérêt, parce que il y a beaucoup de films qui se ressemblent trop dans ce qu'ils montrent et dans ce qu'ils ont à ne pas raconter. Et après, c'est aussi cyclique, hein. On nous l'a, en fait, le truc, c'est qu'on nous l'annonçait déjà depuis quelques années. Il y avait, en fait, des contre-exemples, en fait, qui montraient que, à partir du moment où tu faisais une variation sur un modèle connu, et alors des variations très bêtes, mais c'était juste, tiens, il y a un héros noir en lead. Tiens, il y a une super héroïne en lead. En fait, ça attirait. Après, les gens ont vu aussi que c'est pas parce qu'en fait, tu mettais plus de représentation dans un film que, en fait, le film va devenir meilleur per se, en fait, parce que si tu fais les mêmes schémas narratifs, tu fais toujours les mêmes décalques, oui, effectivement, les gens vont comprendre qu'en fait, c'est pas ça qui fait la richesse d'un film. Et donc, sans l'associer. Donc, on en arrive peut-être à cette fameuse fin d'un cycle qui est que, mais comme pour les comics à une époque, comme le western dans les années 70, je crois, en fait, qui est que voilà, les super-héros ne seront plus le modèle dominant aujourd'hui. Et peut-être que ça reviendra dans 15 ans et qu'on sera de nouveau là pour en parler. Ouais, mais je pense qu'il y a une curiosité vis-à-vis du nouvel univers des CU. Ouais, ça, il a toutes ses cartes à jouer de toute façon. Voilà, parce que le Superman qui revient, et en plus les gens ont faim, j'ai l'impression, de Superman, c'est ce que je disais sur Twitter. Sur X.
Sur X, ouais, putain, je vais désactiver dans pas longtemps, moi, ça va m'énerver sur ce truc-là. Mais à mesure qu'en fait, on s'engouffre dans une spirale pessimiste où on a l'impression qu'il y a plus rien qui va, l'extrême droite partout, le réchauffement climatique, les milliardaires, etc., etc. En fait, le monde devient plus noir et du coup, on a un appétit de positivité et d'optimisme dans la fiction et c'est là que Barbie arrive justement et qui fait beaucoup d'argent. Et c'est là que Superman revient avec My Adventures qui est super léger, qui est limite un Japanimation au niveau du côté super enjoué, super vif, etc. Et les gens sont au rendez-vous. Donc je pense que ça va créer un événement en 2025. Oui, 2025. Ouais, elle était 2025. Mais dans l'intervalle, je vois Marvel par contre commencer gentiment, effectivement, devenir un produit qui va s'adresser aux passionnés. Bah justement, puisque tu parles de Marvel, est-ce qu'on aborde quand même juste l'unique actualité qui est ce fameux trailer de The Marvels? Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc pour rappel, Brie Larson qui reprend le rôle de Carol Danvers. Il y a 2 nouvelles héroïnes, c'est Monica Rambeau, Photon, jouée par Teyonah Parris, et Iman Vellani qui fait Miss Marvel, qui a été révélée par sa série Disney+. Et en fait, elles sont opposées à une commandante Kree qui est jouée par Zoe Ashton, qui s'appelle Darben, je crois, et qui en fait a un bracelet qui ressemble à celui de Miss Marvel. Et un marteau qui ressemble à celui de Ronan l'accusateur. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que quand les héroïnes activent leur pouvoir, elles échangent de place et que ça crée tout un tas de pagailles. Et alors, mi-film d'action, mi-peut-être comédie un peu plus légère, je sais pas, ça fait, ouais, c'est ça, ça fait très léger, mais ça fait presque pas film, en fait, je trouve, ça fait presque, enfin... Téléfilm? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un côté où tu sens pas trop de... Après, moi, je veux pas qu'il y ait forcément des enjeux incroyables ou quoi que ce soit, mais t'as un peu l'impression que ça fait petit bras dans la réalisation, que c'est Nia DaCosta qui réalise, qui a fait notamment le reboot de Candyman. J'ai rien de particulier contre elle ou pour elle, parce que j'ai pas vu sa filmo, en fait, j'ai toujours pas pu voir le reboot de Candyman, mais je trouve qu'il manque un sentiment de grandiose pour des héroïnes qui sont quand même, en tout cas pas peut-être Miss Marvel un petit peu moins, mais Photon et Captain Marvel, elles sont ultra puissantes et je trouve qu'on manque un petit peu de cette énergie. Bah, pour moi, c'est une meilleure bande-annonce que la première, à n'en pas douter. Ceci étant dit, j'aimerais bien, enfin, je suis content parce que tant mieux, ça leur fait de l'argent. J'aimerais bien qu'on foute les Beastie Boys tranquilles parce que ça commence à bien faire, là, les trailers avec leur Zikmu. Intergalactic, si vous cherchez sur Spotify. Très honnêtement, ouais, le film, il fait Marvel, en fait. C'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir déjà un peu vu ce film. Tu reconnais la tonalité et c'est amusant parce que je dis que ça s'érode, mais en même temps, il y a quand même une sorte d'habitude, presque réconfortante. Tu dis, bon, encore une fois, voilà, le monde devient ce qu'il devient, mais Marvel continue à livrer un peu le même produit, et toi tu le connais, c'est un peu les chaussons, donc ça c'est pas désagréable. Moi je me suis pas ennuyé devant cette bande-annonce et je pense que le film m'ira comme m'ont été les autres, parce que en fait je préfère limite quand Marvel ne se donne pas justement l'ambition de faire un truc très sérieux et très 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 ancré, comme pouvait l'être Black Panther 2, où là j'ai un peu l'impression de me faire arnaquer, tu vois, ou Thor Love and Thunder, bon lui qui promettait rien d'autre que de la comédie et qui finalement était indigeste. Pour Nia DaCosta, je dirais que son profil m'évoque pas grand-chose. Enfin, c'est une jeune réalisatrice qui vient de l'indé, qui va du coup faire un film Marvel classique où elle va obéir aux directives parce que c'est comme ça que sont foutus les films Marvel depuis toujours. On ressent rarement la patte d'un réalisateur. Il y a quelques exemples qui existent, c'est James Gunn, c'est James Gunn, c'est Shane Black, c'est James Gunn, c'est Shane Black. Joss Whedon, voilà, on sentait, mais Taika Waititi, mais qui empruntait quand même pas mal à Gunn sur Thor Ragnarok, quoi. En fait, le problème, c'est que ce modèle-là, il a été écrit par Joss Whedon, qui faisait des trucs très années 90, très pop, très dialogue, très routine comédie blockbuster qui finit bien, et c'est devenu, comme tu dis, le seul modèle qu'ils connaissent. Donc là, on reconnaît le modèle, on voit bien les interactions, le côté film de gonzesse, ça va être cool de ce point de vue-là, tu vois, tu auras un peu trois variations. Il a dit film de gonzesse. Non, mais je veux dire girl power si tu préfères, voilà. Désolé, ami gonzesse, ami US. Mais voilà, un film un peu girl power, un peu famille recomposée en plus, parce que si tu lis le descriptif du film sur la page YouTube du trailer, il y a écrit Captain Marvel, Carol Danvers et sa nièce Rambeau, tu vois, était en mode ouais. Alors sa nièce. Techniquement, oui. Voilà, on va dire qu'effectivement c'est la meilleure pote de sa mère. C'est Tata Carol, quoi, ouais. Voilà, mais après il y a peut-être plutôt un côté, a priori, elles l'ont élevé ensemble et c'était plus ou moins un couple. Enfin, ça a jamais été vraiment... Ça a jamais vraiment été assumé, mais bon, on avait ça a jamais été dit. Ouais, alors si tu mais c'est marrant justement. Si tu parles d'un indice dans le descriptif d'un produit dérivé, justement de chez Mattel, machin. C'est qu'il y a tellement pas de nouveauté, quoi. En fait, c'est qu'ils assument à fond tous ces statuts-là et que t'auras même pas de grande révélation. Tu vas avoir une scène où effectivement Monica Rambeau va dire
à Carol Danvers, tu nous as abandonné, elle va dire ouais mais il fallait que je sauve le cosmos, et à la fin Carol Danvers qui voulait être solitaire avec son chat va redécouvrir comme à la grande époque le côté j'ai une famille moi aussi, ça va être ça en fait l'arc du film pour Carol Danvers. C'est chiant parce que du coup tu sais déjà ce que ça va raconter. Tu vois aussi très bien la scène de combat finale où les trois vont se savater avec la méchante et elles vont se téléporter, ça tu l'imagines, oui, et t'auras le plan à la les deux Captain America contre Iron Man avec le montage enchaîné. T'as déjà le plan où elles se disent higher, further, faster. Voilà, c'est ça. Après, moi, j'aime bien Iman Vellani, j'ai bien aimé la série Miss Marvel. En fait, je trouve que c'est paradoxal, mais ça a l'air tellement parce que je vais peut-être énerver des gens, mais ça a l'air tellement un peu fauchax et très ancré dans ses codes au point de plus du tout les contester, que ça fait un peu Star Trek, tu vois, pour moi. C'est qu'en fait, cette version de la science-fiction où t'as la même teinte de violet pour tous les vilains depuis 10 ans, où ils ont tous la même nappe d'énergie violette, où toutes les héroïnes sont très cool, mais en fait, on va jamais les prendre comme des êtres humains. On va toujours dire c'est des personnages de fiction, et ce cosmos qui veut rien dire, etc. Et ces effets spéciaux un peu pas ouf. Ça, en fait, je me dis, si c'était une série télé, justement à la Doctor Who, à la Star Trek, ça aurait un charme un peu de bricolé, de marionnettiste, de très hard science et compagnie. Mais voilà, au cinéma, effectivement, cette année en plus particulièrement, ça va pas créer l'événement, à mon avis. En fait, c'est con parce que c'est des bonnes actrices, les personnages ont des choses à raconter, mais c'est vraiment qu'ils ont pas, que j'ai pas l'impression qu'ils ont envie d'en faire grand chose. Même quand t'as Nick Fury, enfin Sam Jackson qui voit Goose et qui fait c'est un gentil petit chat et tout. Tu vois comment ils vont forcer pour le côté peluche de Goose, tu vois comment ils vont faire le décalage entre... À cause de qui? À cause des gens comme toi, là. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on le revienne et qu'on l'appelle Chewie, déjà, pour commencer. Et ensuite, normalement, c'est un Angora, ok, dans les comics. C'est un chat qui est tout fluffy. Donc là, c'est un chat nul, enfin, c'est un rouquin. On dirait le chat de mes parents, tu vois. Donc, Titi. On dirait Titi un peu, ouais. C'est vrai qu'il a l'air un peu titien. Mais tu vois, voilà, ça c'est pareil, ce côté, la mascotte, c'est très Disney, tu vois. C'est Baby Yoda, c'est Baby Yoda. Oui, mais après, le chat, il existe, quoi. Ils l'ont pas créé pour le MCU, tu vois. Oui, mais tu sens que ça s'inscrit dans une logique économique aussi. Tu vois, c'est comme le fait de créer de nouveaux costumes pour toutes les héroïnes, pour vendre les figurines. En fait, on connaît trop les ficelles maintenant. On voit trop comment c'est architecturé pour être encore surpris. Alors, ça veut pas dire que ce sera pas un bon divertissement, hein. Moi, j'ai envie d'y croire, tu vois. J'ai envie de me dire, oui, justement, je le prends comme effectivement un fan de Star Trek prendrait un film de Abrams, tu vois, c'est-à-dire pour moi c'est pas canonique parce que la vraie canonicité c'est les comics, mais ça existe, ça participe de mon univers, donc je vais le voir. Au pire, si c'est pas bien, je m'en fous, si c'est bien, tant mieux. Et j'en suis un peu arrivé là, tu vois, moi, à force. Parce que si c'était un truc vraiment sérieux, on mettrait un grand personnage cosmique pour le briser, comme ça a déjà été fait jusqu'ici, ça m'énerverait plus, tu vois. L'intelligence suprême, par exemple, dans le 1, ça m'avait vraiment agacé. Enfin, assumez, vous faites des comics, il a un design, le bestiau. Enfin bref, voilà. Très bien. Bon, donc ça c'était pour l'unique partie cinéma dans ce récap. Donc voilà, en fait on évacue les écrans puis on fait à l'inverse des front page habituels. Du côté du jeu vidéo, Corentin, vu que toi tu es un fan absolu de jeux vidéo, toi tu adores ça. Je m'y remets petit à petit. Il y avait quelques trucs sympas. Je trouve que honnêtement, l'idée, enfin le fait de mettre Homelander, Omni-Man et Peacemaker dans Mortal Kombat, c'est cool. C'est brillant. Moi, je trouve ça cool. C'est totalement à propos, quoi, parce que justement, c'était toujours un peu bizarre quand ils voulaient mettre des personnages de DC. Ils avaient fait un DC versus Mortal Kombat. Ils avaient fait un jeu de super-héros de baston avec DC. Ouais. Et c'est Injustice, oui. Et avant ça, effectivement, ils avaient fait le crossover entre les deux. Et du coup, il y avait eu des discussions de ce qui se dit avec Ed Boon sur faut pas que Scorpion il arrache la colonne vertébrale de Batman non plus, s'il te plaît, Coco. Ouais, c'est ça, et qu'ils avaient quand même mis Joker dans l'un des derniers Mortal Kombat, c'était le 10 ou le 11, sachant que voilà, ils disaient bon, en fait, on peut se permettre d'avoir des fatalités ou des trucs vraiment super vénères avec des super vilains. Là, en plus, le choix, il est encore mieux parce que c'est clairement que des fascistes, hein, grosso modo, mais vraiment des personnages de super-héros qui effectivement ont un gros problème, enfin qui n'ont pas de problème avec la fameuse ligne rouge, qui eux décident que s'il faut tuer pour maintenir la paix selon leur vision et selon leur autorité, ben en fait ils le font, et je trouve ça très à propos en fait de les mettre dans une franchise comme Mortal Kombat qui pour beaucoup est connu surtout pour sa brutalité, son extrême violence et voilà, et ses finish moves absolument absolument horribles. Mais je trouve ça super cool parce qu'en plus il y a toujours eu ce côté un peu Smash Bros dans les Mortal Kombat, enfin pas toujours, mais où ils avaient mis c'est régressif, ils avaient mis le Predator, ils avaient mis Freddy. Oui, Predator c'était cool. Jason, pardon, mais Freddy aussi, je crois, non? Il y a pas eu Freddy dans si, ouais, c'est sûr. Dans Mortal Kombat, pardon. Ouais, et là justement, c'est marrant parce que ça répond exactement à ce que nous on appelle de nos vœux, c'est-à-dire l'évolution des formats super-héros vers des trucs plus adultes.
Et ils ont pris en fait les 3 meilleurs représentants. C'est-à-dire Homelander, c'est The Boys, c'est une super série qui justement prend pas le public pour des cons. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu cons dedans, évidemment, c'est pas une série HBO, mais c'est une série qui est bien écrite avec un personnage qui est intéressant, en plus le Homelander, et c'est exactement la réponse de Eric Kripke à 10 ans de Marvel Studios, un peu lisse, un peu propre et sans violence. Invincible, c'est la même chose, Invincible, même en comics, hein, c'est littéralement une déflagration d'hémoglobine dans le paysage bien propre des super-héros et en décalage avec l'esthétique même du comics Invincible qui est plus léger, plus coloré et tout. Et Peacemaker qui est, voilà, pareil, c'est James Gunn qui s'infiltre chez DC et qui dit maintenant on va faire du rated R. Et du coup, c'est un peu les 3 personnages qui représentent cette transition-là. Donc je trouve ça super cool que Warner Bros, qui du coup possède NetherRealm, qui fait les Mortal Kombat, se disent partie prenante de cette espèce de transition en prenant justement les 3 personnages qui, en l'espace de quelques années, sont arrivés pour montrer qu'on pouvait faire du super-héros violent, qu'on pouvait faire du Superman un peu brutal. Et donc ouais, enfin carrément, moi je vois très bien les fights Omni-Man, Homelander, c'est trop bien, qui vont super éclater les ados en mode genre c'est qui le plus fort et tout. Ouais. Et Peacemaker, je vois bien pareil avoir des winning phrases bien débiles, genre je tuerai pour la paix, tu vois. Surtout que J.K. Simmons a été confirmé déjà pour donner sa voix à Omni-Man. Anthony Starr, sachant que c'est lui qui donne sa voix à Omni-Man dans la série animée. Franchement, si John Cena pouvait faire quelques lignes pour le Peacemaker et Anthony Starr pour Homelander, franchement c'est un ultra win pour la licence. En tout cas, je suis assez pourtant j'y joue pas parce que je suis pas bon et que je maîtrise pas les combos et tout ça, et à chaque fois je me dis parce que c'est un jeu qui se joue surtout en PVP et que moi je suis trop nul, donc ça me saoule de perdre. Mais là j'ai grave envie de me prendre le 11 et même aussi là il doit être bien soldé et de prendre le 1 aussi quand il arrivera, parce que du coup ça me donne envie. Franchement, MK c'est l'un des rares univers de jeux vidéo de baston où il y a un vrai effort mis sur le scénario. Je vous conseille d'écouter d'ailleurs le super blockbuster de Sigrist qui avait évoqué Mortal Kombat. Oui. Il y a un vrai intrigue. Alors, elle a été rebootée, mais non, mais c'est intrigue, un vrai passé, une continuité. Ouais, bien sûr. Non, mais pour l'histoire, il y a pas de problème. C'est juste qu'en termes de gameplay, je suis pas bon, quoi. Wow. Sur les jeux de baston, franchement, c'est compliqué. C'est vrai que je t'ai vu jouer à Smash Bros. Non, ça sert à rien à voir. Là, j'avais la Suprema Link et c'était... Ah ouais. On s'en souvient avec émotion. Allez, Corentin, autre côté, il y avait quand même un trailer pour Marvel Spider-Man 2 plutôt cool et qui laisse clairement envisager une identité surprenante pour la version de Venom qui sera présente dans ce jeu. Donc on sait qu'il y a Kraven qui débarque apparemment avec ses forces pour transformer New York en gigantesque terrain de chasse. On voit que t'as Mister Négatif qui est un petit peu de retour, et donc il y a ce Venom rugissant qui apparaît à la fin du trailer, et vu comment le trailer nous est présenté, a priori il y a toutes les chances que ce soit Harry Osborn. Tout à fait, ouais. Et le trailer d'ailleurs super intéressant parce que tu vois pas de gameplay en fait, c'est que du scénario. Je me suis fait la réflexion que ça avait l'air bien écrit, étonnamment. Enfin, bien écrit, je sais pas exactement si ça. Il y a Christos Gage qui est dessus et qui se débrouille plutôt bien en général. C'est vachement cool de mettre cet effort narratif sur un jeu qui reste un monde ouvert, donc un grand bac à sable avec des tonnes de missions annexes, effectivement, en plus, ça me mêle assez bien, justement, le fait de ramener Harry Osborn, qui est une notion qu'on a un peu perdu de vue, et dans les comics, et au cinéma, hein. Je veux dire, Harry Osborn, ça fait un petit moment qu'il est très fuyant, quoi, on va dire. Depuis la fin du run de Spencer, effectivement, on le voit plus trop. Même il est plus aussi important, tu vois, c'est quand même un personnage qui a été assez fondateur, surtout le narratif entre Peter, qui grandit avec lui. C'est un peu son double négatif, parce qu'il va obtenir des pouvoirs, mais va se perdre dans son côté paternel et tout. Que là, effectivement, la petite scène où ils sont sur le ponton, enfin, sur le rebord. Ouais, moi, ça m'évoque des bonnes vibes. Miles aussi, qui a l'air assez important. C'est agréable de retrouver un Venom un peu menaçant. J'aime bien aussi l'idée qu'il y aura clairement une partie du jeu qui se déroulera avec un Peter Parker le costume noir. Avec le costume noir, et que ça aura des implications sur le gameplay et sur les combos et les finish moves que tu peux faire et tout ça. Pareil, quand Kraven arrive avec sa petite tenue d'ours, tu te dis ouais. En fait, moi, ça a l'air cool. Moi, je sais pas si je vais y jouer parce que j'ai pas le temps. T'avais fait le premier ou pas? Non, toujours pas. Je l'ai acheté, mais j'ai pas le temps de jouer à un jeu monde ouvert. C'est. Tu fais juste histoire. Oui, mais j'ai pas le temps non plus. Voilà. Si t'as le temps de faire tes parties de civilisation, je sais pas quoi, t'as le temps de faire ça. Fait un bail que j'ai désinstallé civilisation, mec. C'était pendant le Covid, la civilisation, ça fait un petit moment, là. Mais, ouais, non, on verra bien après, effectivement. Peut-être que je serais content de regarder le film en supercut des cinématiques, sur YouTube quand ça sortira, quoi. Et du côté du jeu vidéo, une dernière truc juste parce qu'on va faire un point Invincible quand même, ils ont annoncé quand même 2 jeux. Alors c'est pas des AAA, c'est pas encore du monde ouvert ou c'est pas des jeux narratifs incroyables. T'as un jeu
mobile développé par Ubisoft, et t'as aussi ce jeu en visual novel qui s'appelle Invincible Presents Atom Eve, annoncé en parallèle en fait de la sortie de l'épisode bonus, donc Invincible Atom Eve sur Prime Video. Donc deux petits jeux qui permettent de voir la licence se développer de plus en plus sur d'autres supports médiatiques. Ouais, bon, ça reste des jeux mobiles, quoi. Enfin... Bah pas non. Oui, c'est un jeu PC. C'est un jeu PC. Mais il va être adapté sur mobile pour le Japon ou je sais pas quoi. Enfin, c'est les visual novels, c'est le truc au niveau du gameplay. Oui, c'est vrai que c'est un truc très japonais. Mais ceci dit, moi, c'est vrai que j'avais dit au dernier podcast qu'on avait déjà évoqué le jeu de Ubisoft. Oui. Que j'aurais bien vu une version un peu Telltale de Invincible où justement tu profites de l'interactivité. Et en fait, de ce que je comprends des visual novels, c'est un peu ça. C'est que tu fais des choix. Oui, c'est ça. Il faut évoluer le scénario par embranchement et tout. Donc. Et les combats se font au tour par tour. Par contre, ce qui est vraiment juste dommage pour ce jeu-là, c'est qu'ils ont une direction. Enfin, vu qu'en plus c'est très statique et que c'est beaucoup en fait des dessins. Bah c'est pas ils auraient pu reprendre le trait de Walker. Et c'est un truc qui ressemble pas du tout. Ah, le but c'est que ça ressemble à la série animée, quoi. Ouais, mais la série animée ressemble plus au dessin de Walker que là le jeu vidéo. Hein. Ouais. Ah bah oui, quand même. Regarde, tu regarderas les captures d'écran que j'ai mis. La gueule de Atom Eve, c'est quand même c'est pas ouf, quoi. Je trouve. Dis donc, Arnaud, waouh. Bah oui, mais du coup, Invincible aussi, une date, donc un épisode spécial qui sort, ça on vous l'avait déjà prévu, parce que il y avait eu le couac de Prime Video sur qui avait dévoilé une date de sortie pour la saison 2, parce que effectivement c'était pas du tout la saison 2, puisque je travaille dessus et que alors oui, ça va annoncer le truc, j'ai fait non, la saison 2 on n'a même pas commencé à bosser sur les premiers épisodes, donc c'était évident que ça n'allait pas être le cas, mais on a une date, donc ça sort en novembre. Première moitié de saison, une petite pause hivernale, et puis ça repartira en 2024. Et ils ont déjà annoncé qu'ils ont déjà enregistré les voix pour la saison 3. Et il y a une bande-annonce. Et il y a une courte bande-annonce alors pour permettre notamment d'introduire tout un tas de nouveaux acteurs et actrices au casting, sachant que les rôles en question n'ont pas été dévoilés, mais on reconnaît certains noms des adaptations de comics comme Calista Flockhart qui était dans Supergirl, comme Tatiana Maslany dans She-Hulk, et sinon des noms juste de gens connus, parce qu'en général c'est ce qui se passe. Alors c'est sûr que ça fera quelques à voir comment ça se répercutera sur la VF, où là il y a quand même pas mal de comédiens de doublage qui font parfois plusieurs rôles parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément d'engager 12 000 personnes, mais Angstrom Levy sera là, donc ça on l'avait vu aussi sur le poster. Ça va reprendre peut-être des trames aussi inédites à la bande dessinée, ça on attendra d'en voir un petit peu plus. T'as des trucs à nous dire, hein? J'ai rien à dire, non, je parle en toute honnêteté. J'ai un NDA, fous-moi la paix, Corentin. J'ai un NDA, mais j'ai toujours pas commencé à m'occuper des transcripts. Ça a l'air sympa, enfin, du peu qu'on en voit. Bon, ils ont mis les bouts qui étaient les mieux animés, hein, le combat dans le ciel avec l'homme immortel. Enfin, avec, je vais pas spoiler Immortal Man. Voilà. Je vais pas spoiler qui est l'Immortal Man, mais, donc ouais, non, ça a l'air super sympa. Tu sens qu'ils ont bien compris les forces et faiblesses de la première, entre guillemets. Genre, de finir le trailer par Omniman qui dit, t'aurais dû crever à la naissance. Ils ont bien identifié, c'est le personnage badass que les gens aiment bien maintenant. Donc ouais, non, ça a l'air super cool. Surtout que je pense qu'il sera pas là de la première moitié de saison. Ou alors qu'il reviendra juste pour le cliffhanger de mi-saison. C'est ça, c'est quasiment sûr. De toute façon, après, ce qui se passe, pour rien spoiler encore une fois, le personnage a une longue évolution dans les comics. Il va pas s'arrêter tout de suite, on va dire. Donc ouais, c'est agréable d'avoir le sentiment de redécouvrir un peu Invincible via la série animée, pardon. Et vu la qualité de la première saison, on peut être très impatient. Moi, encore une fois, c'est plus mettez du blé sur l'animation, mettez en fait un truc moins statique, moins tricherie, parce que tu vois les tricheries quand tu sais un peu comment ça marche une série animée. Donc ouais, avec plaisir. Puis c'est effectivement agréable de voir Kirkman capitaliser un peu sur l'engouement de ce truc-là, tu vois, en Mortal Kombat, 2 jeux mobiles. Non, mais c'était vraiment une San Diego Comic-Con très invincible pour le coup. Ouais, c'est une des licences qui est plus revenue en avant, en dehors de Marvel et DC, bien entendu, par rapport aux comics. Mais maintenant, faites un Budokai Tenkaichi invincible en cel shading, s'il vous plaît. Putain, ouais, j'avoue, ce serait pas mal aussi. On pète des gueules dans des villes. Du côté des petits écrans également, un trailer pour Harley Quinn saison 4, j'ai envie de dire, c'est une machine qui roule. Ouais, bon trailer en plus, hein. Nightwing et Damian, ils me font délirer, perso. C'est vraiment genre, ils ont exactement compris comment il fallait jouer avec le côté un peu froid des personnages de la Bat Family. Ou quand elle bute un mec, il faut, mais vous auriez dû me le dire. Et t'as littéralement 50 éléments de décor qui disent, faut pas tuer, c'est pas bien. Et c'est la mise en abîme, la restitution des codes de n'importe quelle comédie romantique où les deux amoureuses font des jobs très différents qui vont les opposer, donc elles vont s'engueuler, mais vont réussir à se retrouver à la fin. Harley Quinn devient une super héroïne avec un nouveau costume.
Pas terrible d'ailleurs le nouveau costume, je trouve. Donc ça suit son évolution logique, son développement, du fait que ça a jamais vraiment été une vraie super méchante dans l'esprit de Paul Dini. Donc ouais, non, bon délire, bonne vanne, toujours aussi gratos, pareil, hein, c'est encore une fois une série qui accompagne le mouvement de on peut faire des produits pour les grands enfants que nous sommes, qui avons le droit de vote et le droit de picoler. On peut faire du cul, on peut faire du sang, on peut faire des blagues, on a le droit, c'est pas grave. Du cul, oui, mais pas trop quand même. Hein. Oh bah l'épisode Valentine Special était quand même pas trop mal de ce point de vue-là, quand même. Tu l'as vu? Non. Bah regarde-le. D'accord. Et même la cour des hiboux qui fait une espèce d'assemblée de partouzeurs. De Eyes Wide Shut. C'est ça, exactement. Mais oui, matez le Valentine Day Special si vous voulez. Il y a un Bane immense qui baisse des bâtiments. Enfin, c'est plein de trucs super cool. Ça va te plaire. Effectivement. DC qui annonce 2 films d'animation et pas des moindres puisque c'est Crisis on Infinite Earth et Watchmen. Watch qui? Watchmen. Je connais pas. Et qui va regarder Watchmen alors? Je sais pas. Ce sera toi. Hein. qui va watcher les Watchmen? Ouais, effectivement. Alors, ça pose des questions quand même. Enfin, c'est traditionnel. Évidemment, ils sont toujours là pour annoncer leur nouvelle production animée. À la question, est-ce que l'entrée en scène de James Gunn, qui compte faire de l'animation, va poser un problème à ces équipes-là? Naturellement, on aura envie de dire non, puisqu'ils sont là depuis tellement longtemps maintenant. Ils font partie des meubles. Ils étaient là avant les 2 rachats, ils étaient là pendant Tsujihara, après Tsujihara. Ils étaient là avant Geoff Jones, après Geoff Jones. Ils étaient là avant ta naissance. Walter Hamada. Ils étaient là, non. Si. Mais non, c'est pas là du tout les mêmes équipes. À l'époque, il y avait le DCAU, Team Dini, Burnett, Radowski, etc. D'accord. C'est dit, on a peut-être le même âge, eux et moi. Mais donc, est-ce que ça va continuer? Parce que là, le fait de faire un Crisis, quand on voit les prods de ces dernières années où il y a eu beaucoup de terres parallèles, de retour en arrière dans le temps, une continuité un peu cassée par rapport justement à l'époque où c'était vraiment des suites de films dans une seule et même grande saga. Est-ce que c'est pas une façon pour eux de faire un peu une sorte de feu d'artifice en faisant Watchmen en plus en dernier? Parce qu'ils ont déjà fait Killing Joke. Mais en plus, vu que la conclusion de Crisis, c'est qu'il y a une terre unique et que ça pourrait être du coup la terre du DCU après, je sais pas. Tu vois, c'est ça, parce que ça rapporte pas beaucoup d'argent de faire ces produits-là. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. On sait que Gunn, voilà, il veut superviser le front, enfin le versant animation. Moi, je sais pas, enfin, ça me chagrinerait que ça s'arrête parce que même si c'est pas des grands films, c'est cool de savoir que ça existe et puis ça met de la 2D un peu en avant quand même. C'est des petites friandises quoi. Tu sais même en termes de prix, c'est 15 balles le Blu-ray, c'est vraiment pas très très cher, donc tu peux te faire plaisir de temps à autre. Ouais, puis il y avait une variation artistique qui avait été opérée récemment, le Catwoman qui faisait très cat size, l'espèce de contour un peu épais qu'ils ont appliqué sur les productions un peu Terre 2 et tout, qui était pas mal aussi. Donc non, moi en fait sur le papier ça m'irait que ça continue, mais je me pose la question, tu vois, parce que faire Watchmen et Crisis, ça sent un peu genre bon bah écoute, quitte à partir, on a nos dernières cartes. Voilà, autant faire un petit bouquet final. Mais le truc c'est que Watchmen, qu'est-ce que tu veux faire en une heure? Watchmen très honnêtement, c'est calibré en 1h20 en général. Leur film d'animation c'est vraiment. Ouais, puis l'esthétique qu'ils ont développée, même si elle a évolué, moi je peux pas voir du Dave Gibbons dans l'espèce de trait un peu American manga qu'ils ont quoi. C'est pas possible les frérots en fait. Voilà, et en plus Watchmen, le seul intérêt pour moi c'est ça pourrait faire une nouvelle bande son. Ce qui est cool parce que Watchmen c'est aussi un univers qui appelle à la musique quoi, c'est l'une des grandes qualités du film de Zack Snyder. Mais enfin foutez la paix à Watchmen en fait. Voilà, moi j'en ai marre. J'en ai ras le cul. On sait très bien pourquoi Warner en plus fait ce genre de choses. Enfin c'est le jour où Watchmen n'est plus en édition. Ils seront obligés de rendre les droits, encore que ça a sûrement dû être annulé au bout d'un moment parce que ça fait tellement longtemps maintenant qu'ils ont dû trouver une faille juridique pour dire que Watchmen ce serait à eux définitivement. Mais enfin voilà, c'est encore une fois pour garder l'intérêt pour ce comics-là en vie. Il y a des tonnes d'autres comics que tu peux faire qui ont la portée peut-être pas historique mais narrative de Watchmen, et effectivement le faire tenir sur 1h15, 1h20 avec les moyens qu'ils ont. Cela dit, c'est une adaptation de Watchmen, peut-être qu'ils vont la faire en 2 parties, parce qu'ils ont annoncé que 2 titres. D'habitude, ils font quand même 3-4 films par an. Ça se trouve, les 2 adaptations là, ce seront en 2 parties en fait. Mais oui, mais tu connais Watchmen, Arnaud. Enfin, non mais pas un énorme rebondissement de série où en fait Dr Manhattan c'était
c'était un scroll, tu vois. Enfin, c'est Matt Daron. C'est Matt Daron, comme là. Ça explique non, mais chose. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a moyen que ce soit quand même des projets en 2 parties parce qu'ils l'ont fait avec Long Halloween, avec d'autres comic books d'assez grande ampleur. Et le fait, ou de Car, et je me dis, là, le fait qu'ils annonçaient que 2 projets, à mon avis, il y a quand même potentiellement. Même Crisis, hein, en 1h20. Oui, non, c'est ça. Tu vas quand même tout faire tenir Crisis en 1h20, c'est compliqué. Et hop, c'est Flash, allez, voilà, c'est bon, je suis mort. Ils ont battu l'anti-monitor. Là, tu vas dire, oh là là, les Légions des Ténèbres, il y a Supergirl, non! Et voilà, c'est. Et la Dark Wave, non, ça c'est Swamp Thing. On fera un film Swamp Thing plus tard. Mais donc, ouais, non, c'est peut-être trop ambitieux compte tenu du studio, et en plus, trouver de nouveaux trucs que Watchmen, s'il vous plaît. Merci. On a une... Oh, pardon. Alors, on a une date de sortie pour The Boys Gone V, ça c'est cool. On n'a pas eu de décembre, du coup. Si, on a déjà eu 2 bandes annonces. Oui, pardon. Non, mais je veux dire qu'il n'y avait pas les acteurs sur place. Donc oui, on qui vont pas pouvoir dire, ouais, this scene was so amazing. Ah, mais c'est-à-dire, techniquement, à l'heure où on enregistre le podcast, donc le lundi, là, le nouveau trailer doit sortir pour The Boys Gone V. Ok. Donc, on en reparlera dans le prochain Front Page et The Walking Dead qui renouvelle ses spin-offs, puisque effectivement, il faut continuer d'essorer. On va voir le Mont-Saint-Michel. La franchise. Mais moi, je vais regarder ça juste parce que ça me fait délirer. Moi, je vais regarder juste cet épisode-là, je pense. Pour voir s'il y a un encart de texte qui te dit Mont-Saint-Michel, Normandie, ou Mont-Saint-Michel, Britain. Tu vois, c'est juste ça qui m'intéresse. Je vais regarder 2 secondes et après, je vais dire, ok, Daryl, vas-y, tue des mecs à l'arbalète. C'est bien. Je suis content pour toi, frérot. Tu sens quand même que AMC, ils sont en galère, quoi. Parce que pour qu'ils bourrent comme ça avec 3 spots. Mais ça marche. Sinon, ils renouvelleraient. Si ça ne marchait pas, ils ne renouvelleraient pas. Il ne renouvellerait pas. Parce que ça fait quand même des années que l'audience oui, bien sûr, c'est en chute et tout ça, mais doit y avoir des ventes de DVD, doit y avoir d'autres chiffres de trucs, ça fait toujours des produits dérivés, ça fait toujours, enfin, tu sais, The Walking Dead, c'est un business qui dépasse de loin le seul cadre des comics et de la série télé maintenant. Et forcément. Est-ce qu'il y a tant d'histoires à raconter que ça? Juste sur un monde où des mecs se baladent et tuent des zombies, enfin, où se tuent en comics, il a fait 193 numéros, donc. Là, on est largement de là, enfin. Oui, on a fait 11 saisons, plus de 8 de Fear the Walking Dead, voilà, plus tous les spin-offs déjà. Le truc Young Adult qui a été annulé vite. J'ai pas de réponse. Les micro-séries avec l'épée, là, les jeux vidéo, enfin, je sais pas, moi, enfin, force, j'ai l'impression que même, je sais pas, les zombies, ça a une finitude, quoi, en fait. C'est ma réflexion philosophique du jour. Les zombies, ça a une finitude. Arnaud, tu répondras plus tard à ton sexto. C'est ma sœur. Bah oui, c'est ce que je dis, ouais. L'Alsace. Du côté des comics. Oui. Maintenant. Du côté des comics, on a déjà fait le tour des écrans, c'était assez rapide, on vous l'avait dit. Qu'est-ce que tu retiens de la partie Creator Owned? Il y avait quand même pas mal de choses, je trouve, dans cette partie. Déjà, par exemple, Distillery qui annonce sa première série régulière qui sera donc Gone, écrit et dessiné par Jock. Le fait qu'il y a un titre Giant Robot Hellboy qui a été annoncé, qui a l'air bien fandard. Le feu. Shaky Kane aussi, qui fait un nouveau titre chez Oni Press, qui s'appelle The Man from Baby. James Straczynski qui signe un contrat chez Dark Horse. Matteo Santoluco qui est retour sur les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja qui reviennent avec les derniers Ronin. Aussi, ouais, effectivement, The Last Ronin 2 qui a été annoncé. Et encore, qu'est-ce qu'il y a dans les et quand même le second tome Holy Roller. Ouais, puis le second tome de My Favorite Thing is Monsters de Emile Ferris aussi qui a enfin trouvé une date de sortie. Alors que Corentin, il a les yeux au ciel parce qu'il est sexiste et qu'il n'aime pas les comics trop indépendants. C'est exactement ça. Tout le monde t'a... Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça a été annoncé avant la SDCC, ça. Ouais, mais du coup, c'était une annonce de SDCC, clairement. Désolé, mon pote. C'était clairement une annonce de SDCC. Donc oui, qu'est-ce que je retiens? Holy Roller, donc c'est Rick Remender qui revient avec Andy Samberg et Joe Truman. Je sais pas si c'est le bassiste, le guitariste, le chanteur, mais c'est un mec de Fall Out Boy. Voilà, ce super groupe qui a fait le générique du film Ghostbusters de Paul Feig. Et un autre morceau, ils les avaient percés pour un seul morceau, ces mecs-là. Comment ils s'appellent? Fall Out Boy, c'est quand même un gros nom de la scène rock, emo. Mais leur énorme morceau qu'ils avaient fait il y a jamais 15 ans, un truc comme ça. J'aime pas cette merde. Donc. Mais donc ouais, voilà, ils font un comics où c'est en fait un champion de bowling juif qui doit revenir dans sa ville natale et qui sur place s'aperçoit que les nazis sont partout. Et donc il est très bien ce petit panda. Et du coup sur place il prend sa boule de bowling, il se fait un costume de super-héros et il va buter des nazis avec une boule de bowling. Et ça, moi, ça me régale, ça coche toutes les cases de ce que j'aime.
Ah ouais, bah le bullying super et tuer les nazis. la tolérance aux nazis, Corentin, super. Ouais. Hein. Ça montre bien que les wokistes, c'est eux les vrais méchants qui veulent censurer. Bref. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je retiens? Bah, effectivement, JMS qui va chez Dark Horse. Alors ça, c'est étonnant parce qu'on croyait qu'il était bien implanté chez Ewa, où il faisait donc l'univers de The Resistance, qui a pas Mais c'est pas un deal. tourné une grande page récemment, oui. Il signe un truc, mais c'est pas de l'exclusivité, non? Si. Non, Voilà. Il va pas. Bah, c'est juste qu'il met ses œufs dans plein de paniers. Mais après, différents. la question, c'est est-ce qu'il aura le temps, parce que c'est pas non plus un mec, déjà c'est un mec qui souvent lâche les projets en cours de route, comme The Resistance. Ce serait pas anormal qu'il se barre avant d'écrire la fin. Donc là, il nous dit, il y aura un thriller géopolitique de portée internationale qui mélangera les codes de science-fiction à ceux du super-héros, d'une façon qui n'a jamais été faite jusqu'ici. Alors, lui dire, Straczynski, tu n'as pas déjà écrit de cette BD? Après, il te le dit, hein. Il dit, oui, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait sur Supreme Power, Midnight Nation, Rising Stars. Il pourrait rajouter Telepath et The Resistance, d'ailleurs. Donc, moi, ça me va parce que j'aime bien ce que fait ce mec. Même si c'est toujours la même histoire sous différents titres, c'est toujours une bonne histoire. Il a aussi dit qu'il allait faire une série de modern fantasy et une série de fantasy médiévale. Donc voilà, c'est effectivement un gros projet. Il parle de romans graphiques, de mini-séries, de séries régulières. Très bien. The Man from Maybe chez Oni Press, donc c'est la continuité d'un partenariat entre Jackie Kane et Jordan Thomas, qui avaient déjà travaillé ensemble sur un des segments de l'anthologie Xeno. Donc Xeno, on se rappelle, c'est Image Comedy. Ça, c'est le Image pour une exclamation de Eric Stephenson adapté à Oni Press. C'est ça qu'ils prennent plein d'équipes créatives qui vont faire des trucs ou qui ont fait des trucs. Ils font une anthologie avec des segments d'histoire passée et des segments d'histoire future, et c'est exactement comme Skybound X, c'est exactement comme Image pour une exclamation. En l'occurrence, Kane et Thomas, ils avaient écrit une histoire où t'avais un mec un peu parano qui avait l'impression que le gouvernement lui mentait et tout. Et du coup, ils mènent une petite enquête et ils découvrent que c'est des lapins aliens qui vivent dans le cerveau des gens et qui du coup contrôlent les corps comme les Skrulls. Et ça s'arrêtait en mode genre le président est un lapin alien. Et c'était trop bien. Donc lisez Xeno si vous pouvez. Là, The Man from Maybe, c'est un western futuriste dans lequel un milliardaire obsédé par Oppenheimer gouverne un petit peu les ruines des États-Unis avec une armée de pillards, un peu à la Kutonoken ou à la Mad Max, et un vaisseau extraterrestre avec des crocodiles. Je n'ai pas fumé avant de faire ce podcast. Enfin, pas de bédo. S'écrase sur Terre, et ils vont, les pillards vont essayer d'aller récupérer le vaisseau pour piller les pièces parce que c'est un monde dans lequel la denrée principale c'est les bombes atomiques, enfin les déchets atomiques. Et il y a un cow-boy mystérieux qui n'a pas de nom, pas de visage, pas d'identité. C'est le Shaolin Cowboy. C'est le Shaolin Cowboy, c'est l'homme des hautes plaines, c'est Okutonoken, c'est Mad Max de Fury Road, hein, précisons bien. C'est le Road Warrior qui va devoir arriver avant eux, dessouder les méchants. 3 numéros de 48 pages, donc l'équivalent du mini en 6 à la Black Label. Super cool, c'est trop beau, c'est trop joli. Jackie Kane, filez-lui des Eisner Awards plus souvent s'il vous plaît. Enfant caché de Geoff Darrow, encore un. Et qui a d'ailleurs un motif très routier dans sa bibliographie. Si vous regardez Monster Truck, si vous regardez The Driver, il y a souvent ce truc de Westland où un mec solitaire arrivait des ptérodactyles et tout. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Un truc création originale qui avait l'air sympa. Hellboy, effectivement. Donc Mike Mignola qui revient pour une mini en 3 sur Hellboy avec Duncan Fegredo. Et ça, c'est pas anodin parce que Fegredo, c'est le mec qui a repris Hellboy après The Island quand Mignola était un peu en crise de confiance et cherchait vraiment qu'est-ce qu'il allait raconter avec ce personnage-là, parce qu'il avait écrit les histoires Hellboy avec le BPRD où il y avait les loups de Saint-Auguste, où il y a plein d'histoires où on lui révélait qu'il était la main droite de l'Apocalypse. Puis Hellboy décide de quitter le BPRD, il s'échoue sur une île où il parle avec des fantômes, alcoolo, etc. Il y a E4 qui lui dit, frère, à la fin, on va finir toi et moi ensemble. Et là, Mignola revoit tout son plan de bataille, et il dit, je vais faire la fin de Hellboy. Et donc là, il embauche Fegredo pour faire les dessins d'une très longue saga qui va terminer par Hellboy in Hell, et qui va après se raccrocher au BPRD pour The Devil You Know Hell on Earth, qui l'une des plus grandes sagas en comics de tous les temps qu'il faut absolument que vous lisiez si vous aimez les bonnes choses. Et donc Fegredo qui revient avec Mignola, mais pour le coup pour un petit délire qui sera en dehors du canon a priori, puisque Mignola est un grand pote de Geoff Darrow et de Art Adams. Si vous avez lu Big Guy and Rusty dont on me parlait récemment en Back Issues, ça ne vous a pas échappé. Geoff Darrow qui est donc qui vit en France mais qui est américain mais qui est japonais, parce qu'en fait c'est un fou de Tezuka, c'est un fou de la Toho, c'est un fou des films de sabre de Hong Kong et de la Harvest et du Japon en général, et de la Chine et du Japon en général. Ça fait des années qu'il bassine Mignola avec les films de la Toho, et en fait Mignola dit je déteste ces films mais j'adore écouter Geoff Darrow et Art Adams en parler,
Et donc j'ai décidé, pour leur faire plaisir et pour me faire plaisir à moi aussi, d'imaginer que Hellboy se retrouve sur l'île aux monstres, donc la fameuse île aux monstres de Lato. C'est pas la même, mais voilà. Et qu'on le greffe à un Hellboy géant robotique qui ressemble beaucoup à Mechagodzilla, enfin qui est un peu l'équivalent de ce qu'est Mechagodzilla pour Godzilla. Et donc voilà, ça va être 3 numéros où un Hellboy dans un Hellboy robot combat des gros monstres à coups de patates de ouf. Je suis très content. La vie est magnifique. En plus, il avait déjà dessiné donc les personnages de Lato pendant le Covid quand il s'ennuyait, qu'il faisait des illustrations, ouais. Il avait fait Astérix, Obélix et tout, il avait fait les monstres de Lato. Et il avait d'ailleurs transformé ce bouquin-là en un artbook qu'il avait vendu et il avait filé la thune à une organisation humanitaire. C'est le meilleur mec, hein, Mignola, c'est tout, y a rien à dire. Donc ouais, trop bien, trop cool, vivement. Arnaud, aide-moi, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tortue Ninja, ouais, bon, bah là, c'est juste une date de sortie. Est-ce que je peux spoiler The Last Ronin? Non? Est-ce que je peux dire que ce sera pas exactement les tortues qu'on connaissait jusqu'ici? Voilà. Bon, dans The Last Ronin, effectivement, est introduit l'idée que les anciennes Tortues Ninja laissent place à une nouvelle génération. Voilà, c'est pas spoiler de dire ça. Qui va être élevée par la fille de April O'Neil et Casey Jones, Casey Marie Jones. Ce qui est relaté dans The Lost Years actuellement, en cours de publication. Ça n'est pas dégueulasse. Ça arrivera en 2024 chez Comics. Ça fait pas mal désespéré. J'étais assez content. C'est encore une fois un peu du Mad Max, un peu du post-monde, où on voit l'enfance de ces tortues-là. Et donc, Teenage Mutant, évidemment, pour qu'elles puissent combattre, pour qu'elles deviennent adolescentes. Et donc, la série démarre là, en octobre. En novembre, je sais plus, bref, par là. Où voilà, on va suivre comment les nouvelles tortues arrivent à New York. New York qui n'a plus le clan des foot pour la diriger, donc ou un petit peu à la DMZ. Il y a beaucoup de factions qui tirent dessus, les tortues vont arriver, remettre un peu l'ordre là-dedans. Mateus Santoluco qui revient effectivement pour The Untold Story of the Foot Clan. Là, je ne peux pas vous spoiler Armageddon Game parce que c'est trop récent. Mais pour résumer, il y a une nouvelle équipe menée par Karai, la fille de Shredder, du Shredder, avec Casey Jones et quelques autres personnages, qui partent en quête spirituelle pour essayer un petit peu de remettre l'histoire du Foot Clan dans une sorte de chronologie. Donc ce sera encore une fois la suite du travail de Santoluco depuis Secret History et Shredder in Hell, ce côté très mystique des ninjas des foot, ce côté très Japon, poétique, mythologique, ésotérique, nanana. Cool, très bien, j'en connais un qui doit être content à Marseille. À côté de ça, c'est déjà bien pour les Tortues Ninja, j'ai envie de dire. Et puis, c'est un peu ce que moi j'avais 5 noté. nouvelles séries dans l'univers Spawn par le boss, McFarlane. Oui, alors effectivement, McFarlane. Donc 5 nouvelles séries, certaines plus intéressantes que d'autres. Il avait déjà confirmé que Kincaid allait revenir. Là, on va faire une série qui s'appellera No Home Here, qui s'intéressera à la dernière victime de Billy Kincaid. Billy Kincaid, on se rappelle, c'est l'affreux pédophile de Hellboy 5, qui avait tué 27 enfants. Hellboy? Spawn 5, qui avait tué 27 enfants et qui se fait zigouiller par Spawn après en avoir tué une 28e. Affreux personnage, caricature vraiment très américaine et très années 90. C'est un obèse, regard méchant, qui veut violer, tuer les enfants en les emmenant dans un camion de glace. Voilà, donc vraiment bien, les stéréotypes et tout. Non, mais c'est inspiré de Ed Gacy, ça. Oui, plein, mais même, comment il s'appelle? John Wayne Gacy, si tu veux. Ouais, pardon. Ouais, tout à fait, c'était le mec qui inspire aussi une version un peu clownesque des tueurs, etc., façon de Joker. Ceci dit, il y a Violator aussi, qui est aussi inspiré par ce truc-là. Ouais. Donc, on se rappelle dans le numéro Hellboy, voilà. Tu vas pas y arriver. Spawn 8 de Alan Moore, on voyait Kincaid qui allait dans la Malebolgia pour devenir l'un des Hellspawn. Incroyable numéro, vraiment, il faut le lire. Et après, il revient, il se fait battre par Spawn, il revient encore, il revient dans Spawn 305-306, où on t'explique que Kincaid est revenu, et maintenant c'est un des Hellspawn renégat qui a fui les ordres de la Malebolgia. Et donc là, on fait une mini-série où on revient sur ce qui est arrivé à sa victime, qui est enfermée aux enfers dans une boucle de torture permanente, et un personnage arrive pour l'en libérer. Spawn kills every Spawn, une sorte de Deadpool kills Marvel Universe, façon Scotty Young d'après la première couverture. Série ultra débile où Al Simmons va tuer plein de Spawn. Alors soit des versions alternatives de lui, parce que maintenant ça existe, soit les Hellspawn de la Malebolgia, on ne sait pas. Voilà, ou des fouloirs. Une nouvelle série Misery qui va faire intervenir semaine Twitch. Je vais pas vous résumer à chaque fois parce que c'est très long. Une nouvelle série Gunslinger Spawn parce que le Gunslinger a fait un démarrage canon à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires quand il est sorti. C'est l'un des rares Spawn qui a eu droit à sa série régulière à lui d'ailleurs. Donc on refait une nouvelle mini avec lui. Spawn Kills Every Spawn, c'est John Lehman. C'est important de le dire, c'est un bon scénariste humoristique. Qu'est-ce que j'oublie? Tac. Donc beaucoup de Todd McFarlane, de Kudransky, qui est un habitué de Spawn. Des propositions un peu dans tous les sens, avec des trucs très adultes, très bressons,
des trucs plus comiques, des trucs moins canoniques, plus canoniques. Grosso modo, l'univers de Spawn, le Spawniverse, va toujours aussi bien. McFarlane bourrine comme Jaja. Et McFarlane qui signe aussi en parallèle David Dastmalchian, qui avait donc c'est l'acteur de The Dark Knight, qui était le mec que Harvey Dent torture dans The Dark Knight, qui après a fait l'un des acolytes de Scott Lang dans la saga des Ant-Man, qui est devenu Polka Dot Man dans The Suicide Squad chez James Gunn, The Suicide Squad chez James Gunn, et qui en fait est un vrai fan de comics, qui avait écrit 2 séries qui s'appelaient Count Crowley, qui étaient un peu des hommages à Elvira, maîtresse des ténèbres, et aux comics d'horreur de AC Comics des années 50, de la télévision, un peu des séries B et tout, chez Dark Horse. Et là, il passe chez Image Comics, chez Todd McFarlane Studios, pour une BD qui s'appelle Knights versus Samurai. Voilà, là, j'aurais du mal à vous décrire le synopsis plus éloquemment que le titre lui-même. C'est des chevaliers qui vont combattre des samouraïs. Waouh, vous avez vu, c'était compliqué. Une BD dessinée par Federico Témé, je crois. Federico Mele, qui est un mec qui a été recruté par McFarlane pour faire du Spawn il y a pas si longtemps, et qui dessine plutôt bien. Donc Dastmalchian qui est apparu sur scène aux côtés de McFarlane, trop mignon, vraiment, comme toi sur la photo d'ailleurs, tu vois. Il a un charisme, McFarlane, tu sais, t'as moi d'à côté de lui, tu te dis, ouais, c'est quand même Todd McFarlane et tout. Et tu le vois sur la photo, il est tout penaud, tout timide, en mode genre, putain, je suis avec McFarlane, c'est le mec qui a fait Spawn, Image Comics quand même, c'est pas rien et tout. Donc vraiment ouais, cool. C'est l'un des rares mecs avec Patton Oswalt que je mets vraiment sur un plan d'égalité. Sur le côté, c'est pas juste des acteurs qui font un projet en espérant se faire adapter. C'est vraiment des fans de comics qui ont envie de s'amuser, qui ont envie d'écrire de la BD. Et moi, Count Crowley, franchement, je trouve ça pas trop mal. Donc je lirai avec plaisir ce truc avec des chevaliers et des samouraïs qui se tapent sur la gueule. Il y aura des dragons en plus, donc c'est toujours bon à prendre. Très bien, très bien. Et moi, de mon côté, ce que je note aussi, parce qu'on va avoir fait le tour déjà, parce qu'il y avait pas non plus 10 000 trucs. Il y a Sorogood quand même, tu l'as pas dit. Justement, c'est Zoé Sorogood, donc révélation de l'année, qui est annoncée à l'écriture et au dessin d'une mini-série hack/slash Back to School. Donc hack/slash, c'est une série qui était d'abord chez Devil's Due Publishing, puis ensuite est passée chez Image Comics, qui a été créée par Tim Seeley et qui a été dessinée par pas mal d'artistes entre temps. Le principe, c'est que Cassie Hack, en fait, c'est la fille, malheureusement, d'une serial killeuse, en fait. C'était la dame de la cantine qui, voyant que sa fille se faisait un peu bolosser au lycée, en fait, découpait les nanas qui l'emmerdaient pour les refourguer dans le saucisse purée du lendemain. Et quand elle a appris ça, elle a buté sa mère. Et en fait, elle a pris sur elle de devenir un peu comme Erika Slaughter dans Something is Killing the Monster, The Children. En fait, elle parcourt les États-Unis à la recherche d'autres slashers, donc c'est vraiment des tueurs en série qui sont tellement pétris de haine qu'en fait ils meurent pas. En fait, leur haine les ramène toujours à la vie, et sauf qu'elle, elle est aidée de Val, d'un monsieur un peu à la corpulence massive et qui est un petit peu monstrueux, qui est en fait son compagnon d'aventure, parce que elle est la seule à pas l'avoir rejeté, parce qu'il fait un petit peu peur visuellement, on va dire. Et donc voilà, c'est ça, c'est que elle traverse les États-Unis et elle bute les autres tueurs en série dans des aventures très drôles, tout souvent horrifiques, et avec un côté un petit décalage aussi sur le sexy aussi, parce que Cassie Hack est sexy, tout simplement. Il y a toute une communauté d'ailleurs de cosplayeuses qui s'est développée autour de l'œuvre de Tim Seeley. C'est vraiment un petit phénomène. Alors c'est pas trop. Katchou avait écrit des super papiers là-dessus sur The Lesbian Geek à l'époque. Il y a un lectorat super féminin là-dessus, étonnamment, pour une série qui joue sur le sexy, c'est cool. Ouais, donc tout un vrai fandom qui s'est développé, alors plus peut-être aux États-Unis qu'en France. Et donc ce mélange d'horreur, de sexy, d'action, de bizarre, de weird, forcément Zoé ça lui plaît. A priori, elle s'entend très bien avec Tim Seeley, et donc ce dernier lui a confié les clés, lui a dit vas-y, il lui a dit vas-y, tu peux faire une mini-série. Donc c'est quoi, je crois, c'est 4 ou 5 numéros. Ça se passe en fait c'est dans le passé techniquement par rapport aux premières séries, et en fait c'est Cassie qui va aller poursuivre un monstre qui s'en prend aux lycéennes qui ont des mommy issues. Voilà, juste le concept aussi, je trouve ça trop marrant. Donc moi je suis chaud, ça, je pense que ça va être bien gratté, ça sera forcément intéressant, même si c'est techniquement un peu un produit de commande, mais en même temps faut bien que Zoé aussi elle s'occupe avec des trucs moins personnels et moins lourds. Ouais, puis c'est une qu'elle perce aussi quelque part, tu vois. On va la chercher maintenant pour faire des produits à la commande, comme pour Rain d'ailleurs, un peu avec ses Ziggy. Ouais, c'est vrai.
Et l'autre truc aussi, c'est le truc trop bizarre par contre, c'est Bad ID qui en fait tient comme tous les éditeurs à la SDCC font des soirées en leur nom, et en fait ils ont une carte de cocktail et chaque nom de cocktail en fait c'est le nom d'une publication qui va arriver l'année prochaine. Et en fait quand on se rappelle de la carte de l'an dernier, ils avaient effectivement annoncé Megalith, Ark Island et tout ça, tous des titres qui ont vu le jour. Et là sur leur et là ouais, pas chez nous encore. Pas encore. Jamais. Ouais. Mais là, chose trop bizarre, c'est que ils ont sur la carte des cocktails de cette année, il y a un Valiant 2024. Et autant ça pourrait être un titre qui s'appelle Valiant et qui n'a aucun rapport avec Valiant Comics, mais il y a quand même 2 points de détail qui sont pas anodins. C'est que d'une part, Valiant a annoncé récemment qu'il déléguait la publication de comics à des éditeurs extérieurs. En tout cas, d'un point de vue sortie et imprimante et tout ça, c'est Alien Books. Merci, j'étais imprimerie plutôt. Ouais, c'est Alien Books. Donc tu pourrais très bien dire qu'il pourrait déléguer à d'autres comme à Bad ID aussi. Pourquoi pas. Et surtout que Dinesh Hamdanzani, c'est celui qui avait repris Valiant en 2012. C'est lui qui a monté le grand reboot avec Warren Simon. C'est lui qui a fait les grandes heures de Valiant et qui faisait que leurs comics étaient nommés chaque année aux Eisner Awards. Et donc qui a récupéré tous les mecs qui bossaient avec lui aussi, chez Bad ID. Exactement. Ouais, tout à fait. Et donc, enfin, ça paraît vraiment très très gros pour être une simple blague ou une simple coïncidence d'annoncer sur cette carte là de teasing en fait du devenir de Bad ID, de placer Valiant 2024 là-dessus. Donc l'hypothèse la plus probable de ce qu'on voit, ce serait que effectivement il y aura des personnages Valiant qui vont être publiés. Alors soit c'est Dinesh qui s'occupe de superviser des trucs sous licence Valiant, soit Bad ID qui publierait des personnages, mais ce serait un peu bizarre parce que vu que Bad ID ils ont leur modèle de publication tellement bizarre, je pense que Valiant eux ils peuvent pas se plier à ce modèle là parce que Valiant eux ils veulent être lus par le plus grand nombre, donc je dirais plutôt que ce serait qu'ils externaliseraient, tu vois, mais que ce serait un modèle de publication normal. En tout cas je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est hyper excitant parce que voilà, il y a un passif qualitatif avec Dinesh et Valiant, mais pour l'instant on reste encore sur l'interrogation. Oui, et puis ce serait quand même une belle victoire pour Dinesh qui est parti fonder sa boîte et tout, et quelque part virer, quoi. Voilà, quelque part son ancien employeur qui le rappelle pour lui dire ça t'intéresserait pas de récupérer un roman graphique. Vous pouvez retrouver, on a fait un petit podcast d'une vingtaine de minutes avec Dinesh que j'avais rencontré à la New York Comic Con, c'est toujours en ligne sur First Print, et il expliquait un petit peu qu'on l'avait gentiment poussé à démissionner en fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas viré, mais ils ont tellement été relous qu'ils lui ont fait comprendre qu'en fait c'était et très étrangement Bad ID a tenu son pari, la boîte est encore là. Alors évidemment on n'a pas conscience de la qualité des projets, mais ils ont des très bons artistes, ils sont encore en vie malgré le fait qu'ils soient hyper sélectifs. Ils avaient même fait des dons, rappelle-toi, pendant le Covid au comic shop. Tu te dis mais où est-ce qu'ils sortent tout ce fric? Parce que Dinesh a un pied, il a des pieds ailleurs. Mais au moins il abandonne pas le comics, tu vois. Il y a d'autres mecs qui ont fait des relances d'univers comme Roberto Aguirre Sacasa par exemple, qui lui un jour il a dit les comics je m'en bats les couilles. Et voilà, enfin je veux dire ce serait une belle revanche pour Dinesh Hamdanzani. Mais comme tu dis, ça pose la question est-ce que du coup Valiant se dit je vais mettre les personnages sur le marché au plus offrant de venir proposer un projet, ou est-ce que ils partagent les droits? Est-ce que Bad ID ferait du roman graphique alors qu'Alien ferait du single, ou l'inverse? Ah putain, ce serait pas mal ça, ouais, une gamme d'OGN comme ça. Tu vois, ce serait intéressant en tout cas. Voilà. On attend de voir. Allez, Corentin, on termine. Et juste, je voulais placer Savage Red Sonja parce que ça a l'air joli et que j'aime bien Red Sonja et qu'il faut quand même parler. Ethan Panosian, il est cool. Exactement. Allez, Corentin, la partie mainstream pour conclure ce débrief. Alors, un crossover Justice League Godzilla Kong. Non mais au secours quoi. Et vous savez que je suis fan de Godzilla en partenariat avec Legendary Comics, du coup la branche de Legendary Entertainment qui travaille très souvent avec Warner. Mais ça aurait pas été bien de faire ça quand le film est sorti plutôt, parce que là c'est juste. Mais il y a un prochain Godzilla Kong qui doit sortir. Mais tout le monde s'en branle. Là maintenant c'est fini. Il était pourri le dernier, Arnaud. Et celui d'avant était pas beaucoup plus mieux, enfin beaucoup plus incroyable. Enfin, Godzilla King après of the Monsters. Legendary a pas non plus fait énormément de grands films en termes de blockbuster. C'est souvent plutôt joli à l'image, mais ça reste très con, non? Qui a produit les Batman de Nolan, Arnaud? Et Man of Steel aussi peut-être, et Watchmen. Ouais, mais c'est un. Non, mais à une époque, c'est pas des productions. L'époque de Thomas Tull, c'était une boîte qui était prometteuse. Malheureusement, elle s'est tournée trop vite vers le marché chinois au point de faire la merde. Ah, c'est encore la faute des Chinois. C'est ça ce que tu veux dire? Ils ont littéralement été rachetés par un groupuscule chinois, donc comme Valiant d'ailleurs. Tiens, c'est rigolo. Donc oui, non, mais là, c'est pas. Alors déjà, première chose,
c'est décalé dans le temps. Il fallait le faire avant ce truc-là parce que maintenant, bah effectivement, l'intérêt pour le Monsterverse qui pouvait être intéressant à une époque, je veux dire Godzilla 1, ça a fait 700 millions quand même, enfin pas loin, 600 peut-être plutôt. Mais voilà, les gens avaient envie de voir les monstres géants, il y avait une sorte de nouvelle mode, finalement ça a pas pris. Il y a même aujourd'hui plus de comics avec des monstres géants que de films avec des monstres géants. Skull Island, j'ai l'impression vraiment diviser le public. Godzilla King of the Monsters, voilà, ça a assumé de devenir un blockbuster un peu teubé. Et si vous avez aimé le film, ne me jetez pas des cailloux, je parle du comparatif avec le premier. C'est évidemment, Godzilla, c'est pas un truc que tu peux facilement prendre au sérieux, encore que les Japonais nous rappellent avec Shin Godzilla et Shin Kamen Rider que c'est possible et que ça peut même être bien fait. Mais par rapport au premier Godzilla, où il y a ce côté un peu complotiste, côté un peu écolo, une pudeur dans le fait de montrer la créature qui peut être frustrante. Hein. J'entends très bien, le film s'appelle Godzilla, on le voit 15 minutes à l'écran, oui, mais il y avait des valeurs de plan, il y avait une envie de prendre ça un peu sous l'angle de Nolan, justement, de voir la créature à hauteur d'homme, de voir le monde comme trop petit par rapport à la puissance de ces divinités. Et en définitive, Godzilla King of the Monsters, c'est un blockbuster à la Roland Emmerich, c'est pas un bon film du tout. Il nous prend pour des imbéciles, il y a des tonnes de répliques de personnages très fonctions qui cochent toutes les archétypes, etc. Et Godzilla versus Kong, c'est Batman v Superman, dans tous ses défauts, mais avec des monstres géants. C'est vous avez les deux créatures qui ne devraient pas se tabasser, mais qui vont se tabasser. Vous avez le méchant scientifique qui est à l'origine de leur mésentente, comme Lex Luthor, qui va créer un clone de Superman, donc de Godzilla, qui sera une création à la Frankenstein qui va lui échapper. C'est exactement, si vous point par point, c'est exactement le scénario de BVS. Ce film, il était pas bon. Il faut à la fin quand le mec moi je suis pour là, contrôler Mechagodzilla tout seul, vas-y. Hein. Quand le mec pour désarmer Mechagodzilla, il prend sa flasque de whisky et il la verse sur l'ordinateur de contrôle pour le faire disjoncter. Et tu dis mais attends, Je me rappelle même plus de ça. c'est fini les années 80 poteau. Enfin bref. C'est pas bien. C'est pas bien. Et okay. là, en plus, le design qu'ils ont pris, c'est exactement le design de Godzilla et de Kong, deux versions légendaires. Oui, mais parce que c'est une production Monsterverse vraiment. Enfin, ils le disent, la Justice League rencontre le Monsterverse. Là, enfin, il y a pas tergiversé, c'est de la licence. Mais non, mais c'est ridicule. Mais dans ce cas-là, autant prenez Freddy Williams 2, quoi, si vous voulez faire un truc au moins qui soit agréable visuellement, tu vois. Enfin. Et puis scénaristiquement, comment tu veux que ça matche, quoi. Enfin, je veux dire. Tu vas avoir une scène où Godzilla va tirer un rayon cracher son feu sur Superman. Il va être là, genre, il est très fort ce lézard. Et ils vont trouver une façon de faire un fight team up avec des monstres géants, ce qui n'aura aucun sens, où ils vont dire que telle race extraterrestre. Mais t'es rabat-joie. Oui, je suis rabat-joie parce que j'adore ces personnages-là. Je pense qu'on ne les comprend pas. Photographe Legendary ne les comprend pas. On comprend pas l'intérêt primaire d'avoir une grosse bestiole qui tabasse des gens avec des buildings. Et ça n'a rien à voir avec Superman, ça n'a rien à voir avec Batman, ça n'a rien à voir avec Wonder Woman, c'est pas ça qu'on veut. On veut mais c'est du des comics à la Gone où il y a pas de dialogue, où t'as juste Godzilla qui arrive devant Rodan, il met une patate et t'as Daniel Anderson qui arrive et qui dessine tout ça et c'est magnifique. Les comics qui sont chez Vestron, ils sont pas mal. Tu vois, Tradmoor, c'est agréable de l'avoir sur du Godzilla, quoi. Tradmoor, pas Tradmoor. Non, pas Tradmoor. James Tocco plutôt. James Tocco, pardon. Je confonds les génies. James Tocco sur Godzilla, voilà, ça c'est agréable, mais en plus grand format ce serait bien. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut arrêter de croire que tu peux juste tout mélanger, quoi. Après, ça va être mon petit poney, Godzilla vs Kong. Oui, ça y est. Mortal Kombat, voilà, tu auras Godzilla dans Mortal Kombat 11. Et tu auras que sa patte. Ça va être trop bien. Ça, par contre, ça, je suis chaud, en vrai. Son couille qui fait juste écraser. Ça, je suis chaud. Écrase, quoi. Bon, bref, non, donc ça en plus, ça a pas l'air beau. Ça a pas l'air beau. On peut l'avouer quand même, c'est très bien. Non, mais d'accord, basique. très bien. Alors, ton avis, hein, qu'est-ce que, non, je te dis, il faut avancer aussi quand même. Du coup, chez DC, Eleven Titans Beast World, peut-être? Ça. Joe Casey qui revient sur Neil Before The. Ça, c'est bien. Voilà, Joe Casey, effectivement, ça fait un bail qu'il a pas fait de série à la commande en plus. Donc, Joe Casey, on se rappelle, c'est Sex, c'est The Bounce. Un mec qu'on a souvent appelé le petit frère un peu punk de Mark Waid. Parce que comme Mark Waid, il est obsédé par les super-héros et la déconstruction ou le renouvellement des super-héros. Sauf que lui, il le fait dans un style qui va ajouter de la drogue, qui va ajouter de la dépression, qui va ajouter des galipettes. Effectivement, Sex, c'est Batman qui fait sa crise de la cinquantaine et qui décide de devenir un gros baiser, en fait, plutôt que de combattre le crime. Et c'est vraiment bien, hein, vraiment, lisez-le si vous avez les moyens. Je crois que c'est pas édité en complet en France, mais c'est une très bonne BD. Et là, il revient donc pour une série sur le General Zod.
Super, cool, franchement. J'avais l'impression qu'il était un peu écœuré des franchises super-héros depuis ce qui était arrivé avec America Chavez chez Marvel. À voir. Voilà, en tout cas, c'est un grand scénariste qui revient sur un projet, pourquoi pas, tu vois. Par contre, oui, Beastworld, bon. Est-ce que tu veux décrire le synopsis, Arnaud, pour que les gens se rendent bien compte, quand même, de Beastworld? De Beastworld. Bah oui, le synopsis, c'est que il y a une étoile géante façon Starro qui arrive, la Necrostar sur la planète, et donc ça mobilise tout le monde, notamment les Titans, pour l'affronter. Et donc la stratégie, c'est que parce que Starfire, en fait, elle découvre que dans le passé, ce genre d'étoile, en fait, peut être buté par Starro, en fait, par une autre étoile de genre Starro. Et donc qui donc peut prendre la forme de toutes les formes de vie animale, c'est Beast Boy. Du coup, Beast Boy, il devient une étoile géante, sauf que apparemment il perd le contrôle et que du coup tous les héros doivent ensuite essayer d'empêcher Beast Boy Starro du coup si vous trouvez que Night Terror c'était con de tout casser. Ouais, mais c'est Tom Tyler et Evan Rice, donc ça peut être bien, quoi. C'est un bon scénariste, c'est un bon dessinateur, donc ça peut être moins con dans l'exécution que le synopsis qui nous a été révélé. Ouais, mais Tom Taylor, ça lui ressemble pas comme pitch, je trouve. Tu vois, Tom Taylor, il t'aurait plutôt dit, dans ce cas-là, je vais faire un monde où Starro a gagné, où du coup tous les héros ont des étoiles de mer sur la gueule, façon Injustice. Alors que là, je sais pas, ça a ni queue ni tête, quoi. Et puis Beast Boy qui devient une étoile géante et qui menace de détruire la Terre. Je sais pas, moi, ça ne m'envoie pas du rêve. En tout cas. Non, mais de façon générale, moi j'ai trouvé que la partie Marvel DC était pas forcément. Encore que DC a quelques trucs qui m'enthousiasment un petit peu. Le fait que Ramvé devienne exclusif aussi, je trouve que c'était chouette de l'annoncer. Ouais, c'est que c'est une bonne chose. En vrai, il était pas très bien chez Marvel et oui. c'est DC qui lui a fait entre guillemets son début de carrière en mainstream. Ça l'empêchera pas de faire des créas originales à côté. Voilà. Il est bon chez DC, tout le monde est content, quoi. Après, c'est vrai que ça manquait peut-être d'annonces de Black Label et de projets un petit peu de grande envergure parce que le numéro anniversaire, Return of Superman, on s'en fout. Amazon's Attack, ça a pas l'air non plus. Enfin. Ça, c'est quand même dingue parce que l'année dernière, ils te font le numéro Death of Superman. Mais rappelez-vous, l'événement, il a duré 1 an. Bah oui. L'année suivante, on va faire les. Oui, ça, c'est évident, c'est évident. Non, mais c'est con, en fait. Je suis même surpris, qu'on n'ait pas eu de Nightfall, de anniversaire de Nightfall. C'est pas faux, ouais. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est que dans Action Comics, en fait, t'as déjà tous les personnages de Death of Superman qui sont là, quoi. Et c'est l'un des arcs qui est en cours depuis quelques numéros. Sauf que là, la promesse du numéro Return of Superman 40th Anniversary Special, c'est, ils sont devenus quoi, ces personnages-là? T'es en mode, chou. Ils sont en train, là, de sortir tous les mois, ça va avec Superman. T'en as, c'est des alliés, d'autres, c'est des ennemis. Je sais pas, c'est un peu con, quoi. Et puis, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment envie de célébrer, on l'a déjà fait une fois l'année dernière. Non, mais je pense qu'il y a clairement quelqu'un qui a une coupe mulet dans les locaux de DC qui veut forcer, quoi. Mais ils ont mis les lunettes de l'Éradicator façon Schwarzenegger et ça fait plaisir, quoi. Ouais. Sinon, t'avais dit quoi d'autre? Non, Superior Spider-Man, quand même. Ouais, non, parce qu'on allait passer du côté de Marvel, parce que DC, au final, a joué le jeu, hein. Il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai pas notés, mais qui arriveront dans le prochain front page. Amazon's Attack, mais il y a pas grand chose à dire, voilà. Non, ça roulait, ça manquait un petit peu d'envergure, comme dit, mais au moins, ils ont joué le jeu quand même de faire des annonces, de montrer des designs et tout ça. Marvel, par contre, qu'est-ce qu'on peut en dire de Marvel? En fait, tu le sens, on en parlait déjà dans le dernier front page, mais je dirais leur crise de créativité, elle est encore plus flagrante quand tu vois c'est quoi leurs annonces. Parce qu'effectivement, t'as une nouvelle série Super Spider-Man, donc on en avait déjà parlé. On reprend un truc qui a déjà été fait il y a 10 ans et qui avait énervé beaucoup de gens à l'époque. Rob Liefeld qui revient aussi avec 2 projets chez Marvel, mais Rob Liefeld aussi, c'est du vieux, quoi. C'est du vieux. Ils refont un numéro Timeless. Alors, c'est la 3e fois et c'est nul à chaque fois. Ils refont des séries nostalgiques, en plus bizarres parce que celle de Tom DeFalco, ça va être un truc qui s'est passé pendant Secret Wars, mais qu'on n'aurait jamais entendu parler. Je sais pas, c'est trop bizarre comme concept, quoi. Ensuite, ils annoncent Gang War. Le nom générique de ouf. Ouais, le crossover donc qui impliquera les titres Amazing Spider-Man et Miles Morales encore une fois, qui va s'étaler sur une 30aine de numéros en tout avec des séries spin-off, enfin avec des tie-in, donc Daredevil Gang War, Spider-Woman Gang War, Ta mère la pute Gang War et ton père le Proxo et Luke Cage Gang War, tout ça.
avec donc le pitch qu'on a déjà vu, en plus c'est comme que t'as déjà vu partout, putain, il y avait un truc avec une guerre des gangs de Batman, la War Games, c'était même chose, les gangs se livrent la guerre dans j'allais dire dans Gotham, dans New York, et Spider-Man décide de monter sa propre équipe pour arrêter les gangs. Et ça va faire 30 numéros en tout, avec un mois de novembre, avec que des prémices, avec ensuite, avec 3 mois de crossover. Et alors je prophétise que ça va pas être incroyable. Non, mais c'est sûr, mais en plus, ils ont vraiment envie de dégoûter les gens, je pense. Mais en plus, ils continuent. Déjà, la série Spider-Man, elle est prise chaque année. T'as pas un an sans qu'il y ait des crossovers qui viennent s'intercaler. C'est impossible. T'as pas 6 mois sans qu'il y ait pas un crossover. T'avais déjà Dark Web qui était nul. Mais en plus le titre, quoi, Gang War. Non, mais je te jure. Mais à mon avis, c'est fait assez conscient, quoi. Je pense que Nick Lowe, il en a marre de son travail, il a envie de démissionner, il ose pas se faire. Non, mais c'est vraiment, c'est cette histoire d'impératif qu'il faut ramener des sous. Non, mais là, attends, c'est ridicule, quand même. Il y a pas de grand vilain, c'est pas nouveau pour dessous. 30 numéros. Au moment où ils les lisent, les commentaires sur Internet, quand même, les gens, ils disent, Zabuel, son run, il est pas foufou. Ben, moi, je pense qu'il y en a marre de l'accélération. Ouais, non, mais je pense qu'il doit y avoir un décalage entre les commentaires ou nos commentaires et les ventes, parce que après c'est chiant parce qu'on peut plus bien suivre les ventes depuis que Diamond Comics n'est plus le distributeur de Marvel, donc tu peux plus avoir de suivi vraiment très très accurate, ou alors c'est avec des mois de retard. Mais j'imagine que ça continue de se vendre, sinon les gens n'achèteraient pas. Enfin, que sinon le Marvel continuerait pas si les gens n'achetaient pas. Donc quelque part, mais c'est juste que c'est d'une fatigue. Et enfin, le dernier truc sur lequel je voulais revenir, c'était et le nouveau Punisher, du coup, Joe Garrison, qui n'est pas du tout un cousin de Ray Garrison, Bloodshot, quoi. Ni de Monsieur Garrison de South Park. Pardon. Alerte au gogol, les enfants. Bonjour, alors je vais tuer tous les vilains. Oui, Monsieur Toc. Non, donc, mais en fait, voilà, dire que le condensé de l'ensemble, c'est qu'on est vraiment dans une Marvel qui se caricature. Parce qu'ils font vraiment tous les trucs routiniers et peu inventifs que j'ai l'impression que nous on leur reproche, mais qu'effectivement on doit marcher parce qu'ils continuent à faire. C'est vraiment. Mais tu pourrais faire vas-y. Avant de conclure, l'année prochaine on pourra faire un bingo des annonces de Marvel. Et je te jure que là clairement on aurait fait un bingo, ça cochait toutes les cases. Oui, bien sûr. Des titres nostalgiques, des nouveaux personnages pour remplacer les anciens. On va tuer les X-Men, mais non, on va les ramener. Enfin, attends, mais le pitch de Timeless, ils font un Immortal Moon Knight qui est en fait un Moon Knight dans une armure d'Iron Man, quoi. Salut. J'en peux plus, c'est trop. Même ça, hein, le fait de tuer Moon Knight pour le ramener ensuite en immortel, mais t'as envie de dire, mais enfin, est-ce que vous savez pourquoi les gens lisent Moon Knight, en fait? Est-ce que vous avez compris un peu l'intérêt de ce personnage? Qui veut d'une armure de Tony Stark? Est-ce que vous avez lu les commentaires à l'époque de l'arc de Aaron pourri sur Moon Knight? Enfin, c'est pas ça qu'on veut. On veut Moon Knight qui va tuer tabasser des criminels un peu obscurs à New York, et voilà, c'est tout ce qu'on veut. On n'est pas compliqué, nous, en plus. Et c'est comme, tu vois, regarde l'ascenseur émotionnel de Superior Spider-Man, où t'as Newsarama qui fait un article, bon bah les gars, bonne nouvelle. Eux, ils s'en foutent, ils sont neutres, tu vois, contrairement à nous. Ils disent, ce sera un one shot. Et moi, je fais ma news et je fais, non, c'est cool, Nick Lowe a réussi à se restreindre, effectivement, c'est les 10 ans du personnage. En ce moment, il y a Doc Ock dans Amazing, donc tu fais un petit one shot, pourquoi pas, tu vois. Et 2 secondes après, Marvel, il sort une news, les gars, ce sera une série. Ce sera pas une mini-série, ce sera une série régulière. Et t'es en mode, mais vous l'avez déjà ramené, en plus, le Superior Spider-Man, vous avez même fait Superior Octopus, enfin, vous avez pas l'impression que l'idée, elle est un peu rincée, que les gens ont pas envie de voir ça, que Dan Slott, il s'était déjà pris des menaces à l'époque et qu'il réinsiste en mode, je m'en fous. Enfin, t'es en mode, mais ça suffit, quoi. Enfin, en fait, y a rien qui m'enthousiasme, personnellement. Si ce n'est le Daredevil, le Black Armor, parce qu'effectivement, je ne parlais qu'un lecteur. Apparemment, c'était un run pas dégueu, qui faisait un peu Born Again, qui faisait un peu Frank Miller et tout. Donc, retour d'un grand scénariste, Chad Chester, je crois qu'il s'appelle, des années 90, qui avait fait un run de 40-50 numéros sur Daredevil. Bon, voilà, effectivement, pour les fans nostalgiques, il faut être rationnel. C'est ces gens-là qui achètent des single issues. Les jeunes de 15 ans ne vont plus autant qu'avant, voire même plus en général, dans les comic shops pour acheter leur numéro mensuel en VO. Donc, il faut bien parler à son public, limite s'arc-bouter sur les lecteurs qui restent, lecteurs et lectrices qui restent. Pour Secret Wars, j'avoue, je comprends pas. Pour le nouveau Punisher, bah voilà, enfin, on va pas spoiler la fin de la série de Aaron, mais c'était évident qu'ils allaient pas attendre de revenir avec Frank Castle.
Bon, en plus, ils ont trouvé une façon de faire du Punisher sans remettre le logo incriminé qui a été repris par les mouvements néofascistes / les mouvements de droite, puisque maintenant ça se confond très très bien. Ouais, enfin, je m'en fous, moi, personnellement. En plus, c'est vraiment une série qui fait néofasciste, tu vois. Genre, c'est un agent du Shield, un militaire, il y a plus de Punisher, donc lui décide de mettre le plastron et d'aller buter les types. Oui, bah après, mais Frank Castle, c'est un personnage qui est tragique aussi, puis qui a conscience d'être un enfoiré. Là, tu me fais le coup du militaire qui part en vrille et qui va buter des criminels parce qu'il est son héros préféré, et puis là, il y a une on va voir, on va bien voir quelles sont ses motivations et s'il y a pas un trauma derrière aussi. Mais attends, on s'en fout de ce personnage, Arnaud, on l'aura oublié dans 1 an et demi. Oui, non, mais c'est pour ça que je te parlais de Nightfall avant, parce que moi, c'est mon interrogation, c'est est-ce qu'ils font ce Joe Garrison comme un Azrael du Punisher peut-être, pour faire revenir Frank Castle, ouais. qui il revient, il récupère le gars de costume. Bah, qui se dit, ouais, c'est ça, mais pas pour dire en faire. Non, mais justement pour assonner le message, parce que là, effectivement, ce sera un vrai fasciste. Et même si Frank Castle a aussi un côté un peu proto-fasciste sur les bords, ou disons que non, il va pas dire ça. Non, mais qu'il revient en disant, mais en fait, toi, t'es qu'une merde. Il le bute et il dit, bah, de toute façon, en fait, je suis condamné parce que je suis un personnage tragique, parce que c'est quand même déjà la conclusion du Punisher de Aaron, c'est de dire que c'est un personnage tragique et du coup, qu'il y a rien à lui envier et qu'il y a rien, personne n'aurait envie d'être le Punisher et qui va, en fait, rendosser le rôle, mais comme une forme de malédiction, tu vois, un peu genre, c'est... Oui, ceci étant dit, si Aaron avait eu des couilles, il aurait pu aussi bien faire que Castle se suicide à la fin, parce que mais je pense qu'il a des couilles, mais qu'il y a un éditorial derrière. Oui, bah Marvel aurait eu des coups dans ce cas. Ah, mais ça, non, ça par contre, bah non. Ah, pareil, le petit one-shot Howard the Duck, quand même. Ça fait 6 ans qu'il a plus de série à lui. Marvel, clairement, s'en bat les steaks. Ils avaient annoncé des couvertures variantes pour son anniversaire. 4 couvertures variantes, dont une Planète des Singes, quand même. Pour le mois de mai. Finalement, bon, on s'est dit, bon, quand même, c'est un anniversaire. Si on n'arrive pas à vendre un petit single issue, ça fait chier, quand même. Donc, on va faire une histoire avec un numéro. Et vous voulez pas le ramener? Non, on va pas le ramener. Non. On veut juste faire un numéro anniversaire pour les quelques connards comme moi que ça intéresse, qui vont probablement acheter le single. Je vais pas l'acheter moi, mais il y a des fans de Howard the Duck parce que c'est un grand personnage de l'histoire de Marvel, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé, c'est un bon personnage au départ. Et ils se sont dit, bon bah, on s'en branle, mais allez, on fait un petit numéro quand même, c'est sympa. Et ils vont ramener Chip Zdarsky, qui avait fait justement les 2 derniers volumes, et qui, au lieu d'avoir droit à un nouveau volume, bah non. Bon, après lui, je pense qu'il est bien occupé avec ces trucs. Non, mais franchement, il a d'autres chats à fouetter. Quel foutage de gueule, quoi. Ils détestent ce personnage, manifestement, ils veulent pas ils ont fait annuler la série animée au profit de 3 secondes de temps d'écran dans les films de James Gunn. Il n'y a pas d'adaptation prévue, il n'y a pas de volume depuis 5 ans, et ils font le numéro anniversaire, mais out of nowhere, sans aucune raison, enfin. Bah juste pour l'anniversaire, quoi. Et oui, puis voilà, ils refont Timeless, et ils refont des numéros 1000 ou je sais pas quoi. Enfin voilà, Marvel pour moi c'est vraiment en train de prendre la flotte. Ça patauge, non mais ça patauge déjà, ça a déjà pris la flotte et ça rend, il patauge et t'as pas l'impression qu'ils aient... Après voilà, le fait c'est que ça doit se vendre encore et que c'est pour ça qu'ils changent pas de cap, mais il y a un vrai il y a un vrai sursaut créatif qui doit intervenir chez eux, parce qu'en plus, alors là je l'ai pas encore traité, mais t'as plusieurs de leurs séries régulières maintenant mensuelles qui passent à $5 par mois. Et plus à 4. Ouais. Ah, et pour des numéros toujours de 20 pages, quoi, tu vois. Donc, les objectifs de croissance sont doute imposés par Disney. Sûrement, oui. Mais bon, il y a Hickman qui fait déjà. Oui, c'est vrai qu'il y a Hickman. Oui. Non, peut-être qu'on aura bientôt un nouvel univers Ultimate pour s'enjailler un peu, quoi. Mais qui sera $5 le numéro à chaque fois. Ouais. Bah, ça va faire cher. On va attendre la VF. Mais pour le coup, non, mais c'est bien, parce que pour le coup, Panini a vraiment un argument. Regardez, 20 balles, c'est pas si cher, ça sera 30 balles en VO. C'est pas les couilles. Non, mais c'est ça, c'est 20 balles, c'est pas si cher, parce que pour le même prix, bah, t'as 2 numéros après, tu vois, ça va devenir comme ça. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, on en a terminé pour ce bilan de la SDCC. Donc, pas mal de choses du côté indé, surtout. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de choses du côté des comics indés qui ont l'air très intéressantes. Les Big Two ronronnent, voire patauge, hein, vous l'avez vu, c'est pas non plus incroyable. Et ma foi, quelques petits trucs du côté des écrans, surtout Invincible qui était bien présent. Voilà un petit peu ce qu'on en retient. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez suivi, si vous l'avez suivi, ça vous intéresse encore. Et en tout cas, si vous appréciez le travail que l'on fournit avec ces podcasts, on vous rappelle que vous pouvez partager les émissions sur vos réseaux sociaux et nous soutenir sur notre page Tipeee. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!